Benetton. Merci beaucoup Flavio Briatore. Benetton et Michael Schumacher, évidemment, leaders du championnat du monde. Ce sont eux que tout le monde va suivre. Vous voyez Michael Schumacher en train de s'équiper pour l'instant, alors que sur la première ligne, juste devant lui, se trouvent évidemment les deux Williams à moteur Renault, avec Nigel Mansell, le Britannique, et puis en pole position, Damon Hill qui a réussi un véritable exploit. Damon Hill qui a été plus rapide que Mansell, qui a signé la pole comme l'an dernier. Gilles Pernet est à côté de Damon Hill juste au moment où Damon se prépare et s'équipe également pour partir dans le tour de formation. Alors je ne sais pas si Damon pourra vous parler. Voilà la patrouille de France qui passe juste au-dessus de nous pour saluer justement les écuries françaises. Damon vient de mettre son casque. Vous savez qu'en général, il veut toujours bien nous dire un petit mot, mais là, il faut peut-être que je lui laisse attacher son casque. Damon, first of all, congratulations. The pole position here is very fantastic. A lot of pressure with Nigel Mansell behind you. Avec Mansell. Yeah, that's right. We've done a Bien sûr. job, Mais on a fait un beau boulot tous les deux. Fantastic job, comme dit Nigel. Bon, évidemment, on est très satisfait de tout ce qu'on a fait depuis le début du week-end avec Williams. C'est terrifique. Je ne lui pose pas d'autres questions parce qu'il est en pleine concentration. C'est vraiment très gentil à lui. Mais il aime bien nous parler, Damon, parce que à chaque fois qu'il nous a parlé, en général, il a fait des bonnes courses. Alors donc, il ne refuse pas de vous parler. Il y a un petit problème. Je retrouve Pierre Van Vliet. Il y a un petit problème apparemment sur la voiture de Nigel Mansell. Pierre Van Vliet. Une petite inquiétude, alors que Bernie Ecclestone vient d'encourager Damon Hill. Une petite inquiétude sur la voiture de Nigel Mansell. Un petit problème de dernière minute, un petit problème mécanique, semble-t-il. Les mécaniciens s'attardent du côté du moteur ou de la boîte de vitesse à l'arrière. On refroidit évidemment autant que possible toutes les durées, toutes les canalisations de la Williams Renault. Nigel Mansell est follement encouragé par le public. Des drapeaux britanniques sont agités dans la tribune juste en face de lui. Nigel Mansell est de retour. Mister Panache va certainement animer ce Grand Prix de France. Et cette première ligne Williams Renault est évidemment très prometteuse, mais on l'a souligné, Gilles, attention, aux essais, ils avaient un moteur plus puissant, ce ne sera pas le cas pendant la course, et il va falloir compter avec Michael Schumacher à la Benetton, mais aussi avec la Ferrari de Jean Alesi. Absolument, Bernard Dulot nous avait dit qu'il avait un moteur qui pouvait prendre environ 400 tours de plus pour la qualification. Mais qu'importe, ce qui est notoire, c'est que les Williams reviennent en forme après la terrible épreuve qui a eu lieu après la disparition d'Ayrton Senna. Et ici, on voit que Mansell, qui n'était plus sur la F1 depuis 2 ans, a toujours une folle popularité. On a vu des gens avec des panneaux dans les tribunes. On sait que Mansell a un vrai public en France, qu'à l'image de Jean Alesi, tout le monde aime son panache, tout le monde trouve ça super. Et Nigel est finalement assez décontracté. On a beaucoup d'admiration pour lui parce que finalement, s'adapter à une voiture beaucoup plus légère qui freine beaucoup plus tard, c'est fantastique. S'il a fait, c'est fantastique. On va voir une course super avec toute l'équipe TF1, vous, Pierre Van Vliet, Johnny Reeve. Attention au départ dans quelques instants. Nigel Mansell n'a plus pris un départ arrêté, puisqu'en Formule Indy en Amérique, on prend des départs lancés. Mansell n'a plus pris un départ arrêté depuis 1 an et demi. Alors avec Hill, Mansell en première ligne, Schumacher, Alesi sur la deuxième. Le départ va être tout à fait exceptionnel et déterminant peut-être. A tout de suite, après quelques messages. A tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Alain Prost, bonjour Johnny Reeve. Nous voici à quelques instants du départ du Grand Prix de France de Formule 1. Un Grand Prix, comme vous l'avez dit, Gilles Pernet et Pierre Van Vliet, qui devrait s'avérer d'un cru exceptionnel. Et il y a au moins 3 bonnes raisons à cela. 3 bonnes raisons que vous avez pu deviner en regardant les premières lignes de la grille de départ. Les 2 Williams Renault devant, ce n'était plus arrivé depuis Estoril et le Grand Prix du Portugal en 1993. Et puis derrière, il y a une Benetton Ford, c'est la voiture en forme du moment. Et la Ferrari, c'est une voiture en ce moment tout à fait en progrès. Les hommes, eh bien les hommes, il y a Damon Hill en pole position et à ses côtés, son équipier, je vais dire d'un jour ou d'un Grand Prix, Nigel Mansell. Et oui, Mansell qui effectue un formidable retour en Formule 1. Et bien sûr, il y a aussi la motivation de ces 4 hommes. Il y a Damon Hill qui veut absolument s'imposer. Il y a Mansell qui veut imploser, qui veut faire imploser la Formule 1, qu'il retrouve après 1 an et demi d'absence, puisqu'il était aux États-Unis. Mansell qui n'a pas effectué un départ arrêté également depuis 1 an et demi. Et derrière,
il y a Schumacher, le leader du championnat du monde, et Jean Alesi, qui est peut-être en passe de gagner son premier Grand Prix. Voilà quels sont les enjeux de cette épreuve de Manicourt. Et si on en vient aux chiffres, sachez que c'est la 7e épreuve du championnat du monde 1994. On couvrira 72 tours de ce circuit de 4 km 250, soit 306 km tout rond. Il s'agit de la 555e épreuve du championnat du monde. Les recordmen des victoires en Grand Prix, c'est vous, mon cher Alain, avec 6 victoires. Devant Mansell et Fangio, 4 victoires ce matin. J'en viens très vite, Johnny Reeve, un petit point court sur le warm-up avant de parler du circuit. Eh bien, au warm-up, au rodage de dimanche matin, Schumacher a redressé la barre. C'est lui qui a fixé le meilleur tour avec sa Benetton Ford en 1 minute 18 743. Mais ce qui n'empêche qu'il était médiocrement satisfait du comportement de sa voiture, dont le comportement était variable selon les virages rapides ou les virages lents. Alesi a effectué le deuxième temps tout près de Benetton à 1 centième de seconde seulement de Schumacher et de sa Benetton, c'est prometteur. Mansell vient juste après avec le troisième temps en 1 18 821, soit un écart tout de même de 1 seconde sur la Benetton et sur la Ferrari pour la Williams-Renault du champion de l'IndyCar. Alain Prost, un point rapide sur ce circuit de Manicourt, très complet, très dur, très rapide en première partie et puis très lent avec beaucoup de motricité en deuxième partie. Oui, beaucoup de virages rapides. On voit tout de suite les images, donc une partie très rapide après la ligne de départ, une grande ligne droite et puis après une succession de virages très serrés ou moyens, dont un avec un gros dévers. Donc c'est un circuit très technique. Il a surtout la particularité d'avoir un revêtement absolument parfait, certainement le meilleur revêtement de toute la saison, et bien qui a pour incidence d'une manière, je dirais, très juste, de niveler un petit peu la différence technique des voitures. On a vu sur la grille de départ, aussi pendant les 2 jours d'essai et aussi ce matin au warm-up, que les différences en temps, eh bien, elles sont quand même réduites. Et on peut penser qu'on aura un Grand Prix quand même avec beaucoup de spectacles et beaucoup de bagarres, notamment en tête. Oui, effectivement, vous avez dit cela. Il y a 5 voitures dans la même seconde et puis derrière, il y en a 6 autres. C'est vraiment extraordinaire, cette performance comparée de toutes ces Formule 1. Un circuit très complet donc, un circuit que je vous demande aussi il faut féliciter les promoteurs de Manicourt. Ils ont fait un travail absolument exceptionnel dans le domaine de la sécurité. Beaucoup de travail au niveau de la sécurité, beaucoup d'argent investi pour améliorer cette sécurité. D'après, bien entendu, l'avis des pilotes, enfin, tout le monde se réjouit de l'amélioration de ce circuit. Qui par endroits, il faut bien le reconnaître, était peut-être un petit peu critique, mais après les accidents du début de la saison, eh bien, il y a eu des décisions prises par les promoteurs, organisateurs et même la fédération française et même le ministre des Sports. Tout le monde est intervenu pour améliorer au mieux cette sécurité et bien entendu on peut que s'en féliciter. Oui, c'est vrai, de Jean-Marie Balestre, le président de la Fédération française du sport automobile, à Madame Michèle Alliot-Marie, le ministre des Sports. Tout le monde a vraiment participé à l'amélioration quasiment totale de la sécurité. Bien sûr, il y a toujours la vitesse inhérente à la Formule 1 et le risque inhérent à la vitesse, mais on peut dire qu'ici, on a pratiquement atteint un niveau maximal de sécurité, presque la perfection dans ce domaine bien précis. Vous voyez ici la caméra embarquée à bord de la voiture de Michael Schumacher, et voici l'homme en pole position, c'est Damon Hill, et vous voyez là-bas Nigel Mansell. Pierre Van Vliet et Gilles Pernet vous en ont beaucoup parlé, c'est l'homme du retour, l'homme de ce Grand Prix de France, le point de mire, alors que le départ est imminent avec cette grille. À gauche de votre écran, Damon Hill, à droite, Nigel Mansell. On attend là-bas au fond le drapeau vert. Voilà le rouge et puis le feu vert immédiat avec un très bon départ des Ferrari et également... Parce que Nigel n'est pas très bien parti. Ah, c'est Schumacher qui apparemment a pris le... Oui, c'est Schumacher qui est en tête. Oui, un très bon départ également de Jordan Hart. Les deux Ferrari. Voilà, Schumacher, un départ absolument canon avec Damon Hill derrière lui et puis Nigel et puis les deux Ferrari, Jean Alesi, celle qui est apparemment jaune, qui cherche déjà à attaquer Berger. Et puis, attention, très chaud ici au freinage d'Adelaide. Il y a toujours quelques petits tassements. Ça attaque de tous les côtés. Avec la Simtech là-bas tout à fait au bout et la rousse, la voiture. On aimerait bien revoir le départ parce que Damon est très bien parti, apparemment beaucoup mieux que Nigel. Bon, Schumacher aussi, on l'a vu, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé à l'entrée de la première courbe à gauche.
où apparemment c'est là que Schumacher aurait fait la différence. C'est dommage parce que les Williams étaient toutes les deux en première ligne. On ne s'attendait pas quand même à un départ aussi canon de Schumacher. Une précision avant qu'il ne boucle le premier tour. Les Williams Renault ont retrouvé leur moteur RS6 normal, leur moteur d'il y a un Grand Prix, et non plus le RS6B, la version améliorée, qui leur a servi à faire cette première ligne. Mansell ici, lui en troisième position, derrière Schumacher et Damon Hill. Et il passe devant nous pour la première fois. 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Mansell, 4 Alesi, 5 Berger, 6 Irvine sur sa Jordan Hart, 7 Frentzen, 8 Hakkinen, 9 Barrichello, 10 Brundle, 11 Verstappen, 12 De Cesaris, alors que ça s'affiche sur votre écran. On va attendre un peu plus loin. On continue. 12 De Cesaris, 13 Panis, 14 Katayama, 15 Martini, 16 Fittipaldi, 17 Herbert, 18 Comas, 19 Bernard, 20 Morbidelli. Et c'est Beretta, Blundell, Alboreto, Zanardi, Brabham et Goulon, les deux Simtech comme je vous le disais, qui ferment la marche. On revoit ce départ au ralenti cette fois. Lemon part très bien, Schumacher aussi, Mansell un peu moins bien. Et une Ferrari qui fume copieusement. Par contre, on voit pas ce qui se passe au bout. Et on revient sur les images du direct avec Damon Hill qui ne lâche pas Michael Schumacher. Sur le plan technique, Alain, on en a parlé. La première partie du circuit, elle est rapide. On va l'aborder très bientôt. Voilà, à partir de ce virage à droite, le virage glissé devant les stands. C'est ce qu'on peut appeler un circuit de compromis parce que bon, il y a une partie vraiment très rapide. Cette première courbe à gauche est complètement à fond de 6e. Après, c'est 5e pour la grande courbe à droite qui conditionne bien entendu toute la ligne droite. Donc vitesse de pointe très élevée. Une ligne droite quand même assez grande. Plus de 310 km/h peut-être en qualif. Et bien entendu un grand freinage très violent pour l'épingle d'Adélaïde. En première ou en deuxième selon les rapports que vous pouvez bien entendu changer. Et puis après on redescend sur une partie alors de nouveau un peu plus rapide avec une chicane en 4e. Voilà, assez rapide. C'est un virage très serré en seconde où Schumacher est en train d'évoluer. Puis on remonte jusqu'en 6e pour une chicane aussi un peu rapide en 5e. Très technique, très difficile, complètement en dévers et où la sortie est aveugle. C'est-à-dire on ne voit pas ce qui se passe à la sortie. On a un dévers d'un côté, un dévers de l'autre, donc c'est techniquement assez difficile. On re-rentre dans une portion très serrée avec un virage en 3e à droite et on redescend pour la chicane en seconde. Et les voici, ils vont boucler comme cela. Le virage devant les stands. Ce troisième tour devant nous, avec, comme vous l'avez remarqué, eh bien, il y a Schumacher, Hill, Mansell, Alesi et Berger. Voilà cette image qui est très symbolique du regroupement des performances des voitures. Une Benetton Ford, les deux Williams Renault et les deux Ferrari. C'est un petit peu ce qu'on redoutait depuis ce matin, c'est-à-dire que on a vu que la Benetton avait retrouvé un petit peu de sa superbe face au Williams Renault. On pensait bien entendu que les deux Williams étaient en première ligne. Elles feraient un peu le bouchon, entre guillemets, et préserver leur première place. Je crois même qu'il y avait une sorte de stratégie au départ pour laisser Damon prendre le meilleur départ pour, bien entendu, essayer de gagner la course et de se rapprocher au championnat. Et malheureusement, la voiture, peut-être la mieux équilibrée du moment sur le plan châssis, est en tête de la course. Mais c'est encore très long. Oui, Johnny Flavio Briatore nous a dit hier qu'ils s'étaient un peu trompés dans les réglages chez Benetton pour la deuxième séance de qualification et que par conséquent en course on a retrouvé une Benetton Ford conforme à ce que l'on attendait d'elle. À ceci près que ce matin lors du warm-up, Schumacher faisait encore la grimace au sujet du comportement de sa voiture, mais tout semble être rentré dans l'ordre puisque là il réussit à bien maîtriser la Williams Renault de Damon Hill qui néanmoins n'est pas lâchée par la Benetton. Absolument, pour l'instant à l'issue de ce 4e tour. Maintenant, on rentre dans le 5e tour. 1 Schumacher, 2 Hill à 1 seconde et demie. 3 Mansell à 3 secondes de Schumacher. 4 Alesi à 4 secondes. Berger est 5e à 6 secondes. On va à Paris et on se retrouve après. Retour dans le 7e tour de ce Grand Prix de France. Et mes amis, ça se corse puisque Schumacher est toujours en tête devant Hill, Mansell, Alesi et Berger. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit Damon Hill qui
non content de rester derrière Schumacher, eh bien, le rattrape insensiblement mais inéluctablement. Et puis plus loin, entre la 3e et la 4e place, celle de Mansell et celle d'Alesi, eh bien Alesi est juste derrière dans les roues de Mansell, ce qui est toujours sympathique à voir bien entendu, ce qui prouve quand même que Mansell est soit peut-être un petit peu, non pas en difficulté mais un petit peu en retrait, et que Alesi lui donne tout ce qu'il peut, Alain. Ah oui, Jean a l'air de faire le forcing. Bon, je ne sais pas exactement combien d'essence les Ferrari ont embarqué au début de la course par rapport aux Williams. Ça veut dire combien d'arrêts ils vont faire. On peut supposer que la Williams, la Benetton, c'est-à-dire les meilleures voitures au niveau châssis, feront un seul arrêt au stand, un seul arrêt ravitaillement et pour changer les pneus bien entendu. Et peut-être que Ferrari fera 2 arrêts car ils sont un peu moins bien normalement en usure de pneumatique. Donc s'il est un peu plus léger en début de course, c'est normal qu'il soit un peu plus rapide que Nigel et fasse le forcing pour le passer. Mais vous savez, quand vous êtes derrière une voiture, c'est pas toujours évident. C'est un circuit où il est très très difficile de doubler, à part un endroit au bout de la ligne droite pour l'épingle d'Adélaïde. C'est le seul et bien entendu le meilleur. Alors que le classement s'affiche, Schumacher et Hill, on est passé de 1,6 à 1,5, 1,4, 1,3 et là 1,2, 1 seconde 2 à l'issue de ce 7e tour. Et c'est toujours pareil entre Mansell et Alesi. Il y a 4 petits dixièmes de seconde. Déjà Berger et Irvine et Barrichello sont un peu plus loin puisque Berger sur la 2e Ferrari est maintenant à 9 secondes de Schumacher. Et puis plus loin déjà, une sorte de poche, le groupe de chasse dans lequel on retrouve Irvine, Barrichello, Frentzen, Hakkinen et Brundle pratiquement roue dans roue à quelques dixièmes près. Une seconde 6, donc Damon a perdu un petit peu de chance. Il est certain que les voitures doivent être relativement proches au niveau performance, beaucoup plus proches que les derniers Grands Prix. Mais je pense que Damon fait vraiment le forcing. C'est certainement une des dernières chances qu'il a de remporter le titre pilote, c'est-à-dire de gagner cette course. Espérer bien entendu que Schumacher ait un problème. On parle beaucoup du titre constructeur chez Renault, c'est quand même l'objectif avoué. Mais on peut toujours penser qu'il suffirait de peu de choses pour penser aussi au titre pilote, même si Schumacher domine. On l'a vu quand même, il était possible d'être devant pendant les essais qualificatifs. Le nouveau moteur, la nouvelle version du moteur Renault, beaucoup plus puissant, plus utilisable, sera certainement mise en course très bientôt dans les Grands Prix d'été. Et il suffirait de peu de choses pour renverser la vapeur, on ne sait jamais. Alain, un commentaire sur le pilotage de Jean Alesi qui est à l'abordage de Mansell pour l'instant. La voiture Bien, la voiture paraît un peu comme elle était au début de saison, c'est-à-dire un peu nerveuse, surtout sur des petits endroits un peu bosselés, beaucoup de coups de volant. Jean est vraiment très proche de Nigel, mais vous savez, c'est difficile, il n'est pas vraiment en position. Le seul endroit, non, c'est sa trajectoire habituelle. Le seul endroit où il pourrait vraiment dépasser, c'est justement après cette grande courbe. Il faut qu'il soit le plus près possible. Mais là, si vous êtes près d'un autre pilote, vous vous déventez, vous perdez un peu d'aérodynamique. Vous voyez, il y a toujours un petit écart et il va revenir au bout de la ligne droite, mais pas assez proche pour tenter un freinage qui pour l'instant quand même serait périlleux. Donc on sait que Jean veut faire un truc pour ce Grand Prix de France, mais de là à aller risquer un très bon résultat, surtout Berger est derrière. Psychologiquement, je crois que c'est quand même plus raisonnable d'attendre un peu. Je crois qu'il aura toute l'opportunité pour doubler pendant le début de ce Grand Prix. Vous le lui avez conseillé, alors que là nous sommes à bord de la Benetton Ford de Verstappen dans les roues des 2 McLaren Peugeot. Alors qu'ici ce sont, je crois, à l'arrière-garde les voitures, les combats d'arrière-garde. Johnny, vous faites un petit point sur les pilotes français. Eh bien, enfin, disons les couleurs françaises. On a vu à l'instant, voici les McLaren à moteur Peugeot qui occupent actuellement les 9e et 10e positions avec Hakkinen et Brundle. Ensuite, le français le mieux placé est Olivier Panis sur la première des Ligier Renault qui est 13e. Puis on voit Eric Comas avec la Larousse qui est 18e. Il précède tout juste Eric Bernard sur la seconde Ligier. Beretta, l'équipier de Comas sur l'autre Larousse, est 21e. Ferme la marche Jean-Marc Goudon au volant de la Simtech. Il est 26e, mais collé au peloton, au dernier des pelotons. J'espère que vous avez été attentifs et aux propos de Johnny et au classement, car on va jouer au jeu top position. Pour jouer, je vous le rappelle, 36-15 code TF1.
très beau groupe de chasse que ces deux McLaren Peugeot avec la Benetton Ford, alors que là, ici, c'est à l'image Berger, un petit peu esselé, puisque devant, Alesi et Mansell ont déjà pris 3 secondes de champ, et que derrière, eh bien, il y a 10 secondes entre la Ferrari de Gerhardt et puis les deux Jordan Hart de Barrichello et Irvine. Les Jordan Hart quand même toujours là et de plus en plus là. Oui, toujours là. C'est un châssis qui s'exprime d'ailleurs très souvent sur des revêtements aussi lisses que celui de Magny-Cours. Certainement qu'ils ont eux aussi peut-être des problèmes sur les bosses. Et dès que c'est un peu plus lisse, eh bien les qualités aérodynamiques de la voiture font qu'elle se retrouve très bien. Mais ils sont assez réguliers depuis le début de la saison, toujours placés, pas assez rapides et performants pour inquiéter les meilleurs, mais toujours juste après eux. Et là, si vous ne l'aviez déjà vu dans Automoto, on a eu quelques gros plans de cette Ferrari 412 T1 version B, très nettement améliorée, alors que là-bas, faute de Verstappen, voilà, qui rentre d'ailleurs. C'est un freinage très tardif, un peu trop tardif. C'est un peu freiné au panneau trop tard. Oui, il a pris l'échappatoire, il a arraché son aileron avant, la moustache de la Benetton du Hollandais Verstappen, qui n'avait pas pris un très bon départ. Il était derrière les deux McLaren Peugeot. Il a peut-être tenté une manœuvre un peu suicidaire pour dépasser. Alain Prost le soulignait, il n'y a pas beaucoup de zones de dépassement possibles ici à Magny-Cours. Et on répare, on remplace le capot avant de cette Benetton. Verstappen va perdre là tout le fruit de son début de course et il repart avec près d'un tour de retard sur son équipier Michael Schumacher, leader de ce Grand Prix de France. Alors, une chose à noter, Pierre, c'est que Verstappen utilise des toutes premières fois cet aileron arrière en dièdre que Benetton a un peu copié chez Williams-Renault. On revoit ici l'action au ralenti. Il arrive, oui, en vol plané, bah oui, ça quand on escalade les vibreurs, forcément, après il faut replonger dans le sable. Et comme, pour des raisons de sécurité que nous connaissons tous très bien, voilà, vu de l'intérieur ce que ça donne, il y a eu un petit peu de précipitation dans son freinage. Là, c'est un endroit difficile pour passer. On l'a vu, je ne pense pas qu'il ait tenté quelque chose, en tout cas, de dépasser. Il a seulement freiné un peu tard, il a bloqué les roues surtout. Il s'est retrouvé, bien entendu, un petit peu à l'extérieur de la bonne trajectoire, là où ça glisse un peu plus. Il s'en fallait de pas beaucoup pour qu'il puisse passer, mais à partir du moment où vous touchez la gomme laissée sur les côtés, les petits gravillons, vous perdez toute adhérence. Alors comme le sable de musée est très profond, mais à la fois ça endommage les ailerons. Johnny. On peut profiter de la circonstance pour rappeler que Verstappen effectue ce Grand Prix de France en remplacement de JJ Lehto. JJ Lehto qui a été écarté pour des raisons physiques. Il a été considéré comme insuffisamment remis de l'accident qu'il a subi cet hiver. Et lui, un petit peu contre son gré, d'après ce qu'on a pu cru comprendre en lisant entre les lignes, en lisant les regards dérobés. Oui, oui. Et voilà un bon point pour Lehto. Si la Benetton roule si fort, c'est surtout grâce à Schumacher. Et peut-être que Lehto n'était peut-être pas directement responsable des contre-performances de l'autre voiture comparativement à Verstappen. Alors que là, vous voyez Schumacher et Verstappen, donc sur la deuxième Benetton Ford, qui a concédé un tour, mais Damon Hill n'est pas loin non plus, lui, de la deuxième Benetton, et il va bientôt s'emparer de cette place, pour l'instant tenue sur le terrain, dois-je dire, par Verstappen. Voilà, Damon Hill qui va déboîter pour partir tout de suite, rejoindre Schumacher, et il est toujours dans ses roues, encore un peu plus près. Vous vous souvenez des écarts, une 6, une 5, une 4, une seconde et un dixième cette fois pour l'écart qui sépare la Benetton Ford de tête de la Williams-Renault. Alors que peut-être Pierre Van Vliet dans les stands, on se prépare à des ravitaillements. Oui, déjà chez McLaren, en tout cas, on se prépare à changer de pneumatique et à ravitailler une des deux McLaren Peugeot. C'est évidemment très tôt dans la course pour y procéder, mais on sait que McLaren a une tactique bien à elle. C'est de multiplier les ravitaillements et les changements de pneumatiques pendant les Grands Prix. Il règne une chaleur absolument accablante ici dans les stands et je plains les mécaniciens qui sont habillés de ces combinaisons ignifugées particulièrement chaudes. Pas trop d'inquiétude en ce qui concerne les pneumatiques ici à Magny-Cours grâce à ce revêtement parfait dont vous parlez Alain Prost. Par contre, de grosses inquiétudes à propos des freins car les freins sont surchauffés ici et la
La sortie de Verstappen s'explique peut-être par le fait qu'il suivait les McLaren de très très près et que ses freins ont perdu de leur efficacité en montant de trop en température. C'est possible également, alors que devant la bataille continue de faire rage. Regardez, c'est de plus en plus difficile pour Michael Schumacher. Alain Prost, si Demonil n'arrive pas à passer, peut-être votre idée de tenter le passage par les stands, c'est-à-dire par un ravitaillement, c'est encore un peu trop tôt. On est dans le 15e tour. Je pense que les deux équipes vont faire qu'un seul arrêt au stand, donc on peut toujours anticiper peut-être d'un tour ou deux. C'est pas impossible pour justement un tour pourrait suffire parce que équipé de pneus neufs, peut-être que Damon, s'il était plus rapide, ce qui est encore pas sûr, même s'il laisse de très peu, pourrait profiter d'un tour ou deux en pneus neufs pour justement creuser l'écart et repasser devant lui sans avoir à le doubler sur la piste. Mais pour l'instant, c'est difficile d'évaluer une vraie tactique. Je pense que Damon est très proche, c'est déjà très bien. J'ai l'impression, voilà ce que vous allez dire, j'ai l'impression que dans les virages serrés, notamment au freinage, j'ai l'impression que Schumacher est un peu moins bien. Et là, si Damon arrive à être très très proche de lui dans la courbe rapide, il a une bonne opportunité parce que la Williams est un peu plus rapide en ligne droite que la Benetton. Les deux leaders ont creusé un écart de 10 secondes sur leur poursuivant le plus proche, c'est-à-dire Mansell. Et on peut remarquer cependant qu'il tourne moins vite qu'en début de course. En début de course, au 4e tour, Damon Hill a fixé son meilleur tour en 1:19.6. Et depuis une dizaine de tours, aussi bien Schumacher que Hill tournent au-dessus de 1 minute 20. Ils sont autour de 1 minute 20, 5 dixièmes. Ça se précise. Regardez maintenant 6 dixièmes de seconde. Ce serait pour Damon Hill vraiment exceptionnel que de s'imposer face à Michael Schumacher, qui est l'homme en forme, très très en forme des 6 premiers Grands Prix de la saison que l'on a vu donc sur TF1. Regardez à nouveau ici ce petit ralenti, le blocage. C'est sûr que plus ça ira, comme il fait très très chaud, les pneumatiques ont tendance à bien entendu perdre de l'adhérence. Et ils perdent de l'adhérence surtout dans les virages très serrés, là où il y a le moins de charge aérodynamique. Dans les virages très rapides, alors qu'une voiture c'est Brabham, c'est David Brabham avec la Simtech. Peut laisser éventuellement un peu d'huile sur la piste, oui, c'est exactement ça que je crains. Ce que je disais, c'est plutôt dans les virages serrés, c'est là qu'on voit que Schumacher est peut-être un peu moins à l'aise pour l'instant. Alors que Damon est très impressionnant dans cette partie avant les stands où il se bat avec la voiture bouge beaucoup, mais il est très très rapide. Par contre, en virage rapide, comme on voit ici, la Benetton est toujours très très efficace. Ici, c'est Jean-Marc Gounon qui concède avec la Simtech un tour de retard. Damon Hill qui a l'air de bien freiner. Il a l'air de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ce sera probablement le duel de cette première partie du Grand Prix de France. Nous sommes dans le 17e tour et il y a 6 dixièmes d'écart à peu près entre les deux hommes. Alors que pour l'instant, c'est Verstappen qui ferme la marche après son arrêt, que Gounon est 25e et Brabham 24e. Johnny. C'est la première fois de la saison que Schumacher subit une pression aussi forte de la part d'un adversaire, hormis Senna bien sûr. Et on peut se demander si Damon Hill n'est pas particulièrement à son aise sur ce circuit. Alain, qui l'a suivi pendant la première moitié de la course l'année dernière, peut peut-être nous dire si c'est un circuit qui est parfaitement adapté au style ou au genre de conduite de Damon Hill. Oui, c'est vrai en tout cas qu'il apprécie ce circuit. C'est pas évident de dire qu'il y a tel ou tel circuit qui... on ne sait pas exactement pourquoi un pilote est un peu plus à l'aise sur un circuit par rapport à un autre. Mais en tout cas, il est très bien, il se sent bien ici. Et on voit en course, en tout cas, qu'il est vraiment loin devant Nigel, qui a réussi, lui, une performance exceptionnelle aux essais, mais un petit peu en retrait par rapport à son équipier en course. Attention, on vient de passer le panneau pneu à Nigel Mansell, n'est-ce pas, Pierre? Absolument, la flèche à Nigel Mansell. Vous voyez que les mécaniciens de Williams se préparent à accueillir la Williams Renault numéro 2, alors qu'ici, on a un petit peu de difficulté à travailler. Mais enfin, vous avez quand même l'occasion de voir les mécaniciens qui se préparent. Chez McLaren, on est prêt aussi. Donc, les premiers ravitaillements, premiers changements de pneus dans quelques instants. Oui, c'est important, Pierre, car également, j'ai vu Denis Chevrier, qui est l'ingénieur motoriste de Nigel Mansell, venir courir vers David Brown, qui est l'ingénieur châssis de Nigel, et lui dire il y a quelque chose qui se passe sur la voiture et il faudrait peut-être aller au renseignement du côté de la télémesure de Williams.
On attend l'arrêt éventuel de Mansell, tandis qu'ici on est avec Jean Alesi. Et si on doit suivre les instructions du stand Williams-Renault, eh bien Mansell devrait là filer vers, après cette chicane naturellement, filer vers la gauche pour rentrer. Voilà. Et il le fait. Attention au top chronomètre pour les caméras de Georges Gioffret et de Dominique Guimont. Il faut voir c'est s'ils mettent de l'essence, parce que je ne sais pas du tout si c'était prévu. S'ils mettent de l'essence, donc c'était bien prévu. Oui, tout à fait. Et voilà, on ravitaille, on change de pneus. C'était prévu, peut-être pas. Peut-être pas aussitôt dans la course. Il y a effectivement peut-être des petites difficultés sur la voiture de Mansell. On l'avait vu déjà tout à l'heure en pré-grille, enfin sur la grille de départ. Et les ingénieurs se sont concertés entre les motoristes de Renault et les décisionnaires du team Williams. En tout cas, premier ravitaillement, premier changement de pneus pour Mansell. Et par conséquent, nous sommes dans le 19e tour maintenant et le classement est 1. Michael Schumacher avec 1 seconde et 3 dixièmes d'avance sur Damon Hill. Lui-même, Damon Hill avec à peu près une dizaine de secondes sur Alesi, maintenant tout seul, puisque Berger est encore plus loin en 4e position, à 14 secondes de Schumacher. Et Mansell a repris la piste en 6e position derrière Barrichello. Il n'a pas perdu trop de place, donc il ne sera pas trop gêné pour les dépassements. Alors justement, puisqu'on parle des premiers arrêts au stand, il faut préciser qu'ici à Magny-Cours, on a droit à une vitesse de 120 km/h dans les stands et non plus 80. Alors qu'on regarde si une Ferrari va rentrer dans les stands. Non, pas encore. Oui, on a droit à 120 km/h, je dis. Si, c'est Alesi. C'est Alesi, attention. Top pour lui. On a droit à 120 km/h pour justement permettre la sortie des stands plus rapide dans ce grand gauche. Cette sortie des stands qui est en plein milieu de la trajectoire. Oui, ce qui est un facteur de sécurité parce que les voitures sortant plus vite, eh bien elles ont moins de différence de vitesse, bien entendu, avec les voitures qui arrivent derrière. Ici. Voilà. C'est une très bonne solution. Donc allez-y, apparemment c'était prévu au moins 2 arrêts. Nigel, je ne sais pas, peut-être c'est une tactique de course juste avant le départ, de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Normalement, Damon devrait s'arrêter une fois, mais peut-être qu'ils ont aussi changé de tactique juste avant en fonction de la température. Mais je pencherai encore pour un seul arrêt pour Damon. Vous auriez fait cela. Un seul arrêt. C'est difficile de dire parce que depuis le début de la saison, les écuries qui ont voulu s'arrêter souvent, en règle générale, ont perdu beaucoup de leur avantage. Et la meilleure solution pour l'instant, dans la mesure du possible, c'est un seul arrêt. Mais là, c'est vrai que la réglementation de 120 km/h au lieu de 80 fait que vous perdez quand même un peu moins de temps dans les stands. C'est une entrée de stand aussi très rapide ici à Magny-Cours, donc ça incite aussi à changer un peu plus souvent. Mais là, il fait très chaud, les pneumatiques souffrent beaucoup. On a vu beaucoup de voitures, beaucoup de pilotes un peu en difficulté au freinage et dans les virages serrés. Donc peut-être plus d'arrêts que ce qu'on avait prévu. Alors nous sommes dans le 20e tour. Et le classement... Et Jean Alesi est reparti devant Mansell. On se posait la question tout à l'heure, a-t-il profité du ravitaillement pour dépasser Mansell? Il l'a fait. C'est la raison pour laquelle je voulais donner le classement. 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Berger, 4 Barrichello après l'arrêt d'Alesi, 5 Alesi, 6 Mansell, 7 Irvine, 8 Frentzen, 9 Hakkinen, 10 Brundle, 11 De Cesaris, 12 Panis, 13 Katayama. Attention, ça se précipite dans les stands. Pierre, c'est à vous. Pierre n'est pas là. En tout cas, c'est un stop pour une McLaren Peugeot. Brundle, je crois. Oui, c'est Brundle, tout à fait. Les arrêts se succèdent maintenant. Les ravitaillements, les changements de pneumatiques. Vous voyez, il y a pas mal de trafic dans les stands. Il y a du monde. Effectivement, la vitesse est un peu plus rapide. Et en ce qui concerne Nigel Mansell, je viens d'aller aux nouvelles chez Williams Renault. Eh bien, aucune inquiétude. Rien d'anormal, nous a affirmé Bernard Dudot. En ce qui concerne Mansell, peut-être effectivement une tactique un peu différente entre Mansell et Damon Hill, tout simplement. Attention aux mises en trajectoire dans cette sortie des stands. Schumacher dans les stands. Il y a une voiture en feu. Oui, c'est une Lotus. Et Damon Hill également, les deux leaders se sont arrêtés en même temps. Schumacher repart. Et il y a Berger. Damon Hill est un petit peu gêné par la Ferrari de Berger.
là, il y a tout le monde à ce moment-là. Attention à Zanardi ou Herbert, nous n'avons pas bien vu, alors que ici, on est avec Zanardi, avec Berger dans les stands. C'était un peu long aussi. On jette la Ferrari par terre. Berger redémarre dans la seconde. Voilà Zanardi qui stoppe. Avec, qu'est-ce que c'est? Oui, l'extincteur qui arrive un peu plus tôt que prévu. Arrêté au bon endroit, c'est très bien. Voilà. Très rapide pour les commissaires. Et elle est noyée. Le feu, dans ce cas-là, ça va très très vite. Bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire. Et je vois que ça tarde autour encore de la voiture de Zanardi. Ça veut dire que le feu était important. Alors ici, c'est Mika. Hakkinen dans les stands maintenant. Un arrêt très rapide pour le jeune Finlandais. Mais en principe, les positions doivent être un petit peu resserrées maintenant entre Schumacher, Hill et Alesi. Vraiment, cette sortie des stands, c'est ce qui a été le moins bien calculé sur ce circuit, on peut le dire. C'est encore le point noir au niveau sécurité, et avec 2 arrêts ravitaillement pour presque toutes les voitures, ça fait beaucoup d'entrées et de sorties. Mais peut-être que c'est une portion qui sera un peu modifiée dans le futur. Alors le point sur le classement, 1 Schumacher, 2 Hill à 1 seconde. Alors qu'ici on a les restes fumants de la Lotus de Zanardi. Pour la première fois, Zanardi avait une Lotus 109, je dois le signaler. 3 Berger derrière Schumacher et Hill, 4 Barrichello, 5 Alesi, 6 Mansell, 7 Irvine, 8 Hakkinen, 9 Panis. Pas mal placé, Panis avec la Ligier Renault. Il faudra voir la tactique. Alain, qu'est-ce qui vous inquiète? Non, je regardais où était Schumacher, c'est déjà une surprise parce que 2 arrêts pour les pneus, c'est pas ce qui était prévu apparemment ce matin. Donc certainement avec l'augmentation de température, les équipes ont changé de stratégie et ont préféré assurer. Très probablement parce que... Et apparemment c'est un bon choix parce qu'on a vu que, comme le faisait souligner Johnny, les temps autour ont augmenté très très vite en début de course, c'est-à-dire que l'adhérence était de moins en moins bonne, donc il fallait absolument s'arrêter. Le meilleur temps autour pour l'instant, c'est celui de Damon Hill en 1:19.678 au 4e tour, et nous sommes là au 23e tour. Tiens, on va à Paris, on se retrouve dans quelques instants. Retour à Magny-Cours pour le Grand Prix de France dans le 25e des 72 tours de ce Grand Prix, avec, je crois, Pierre Van Vliet, une grosse animation dans les stands il y a quelques instants. Oui, absolument, c'est Rubens Barrichello qui s'arrête, le seul pilote qui ne s'était pas encore arrêté. Rubens Barrichello sur la Jordan, il était 3e. Un arrêt qui s'éternise un tout petit peu, mais il repart. Et je peux vous confirmer qu'effectivement, les pneumatiques souffrent dans ce Grand Prix à cause de la chaleur, évidemment. Eh bien, c'est pour ça qu'on s'arrête peut-être un peu plus souvent que prévu. Même chez Jordan, on avait espéré faire la tentative d'un seul arrêt pendant la course. Mais il semblerait, et les techniciens de Goodyear nous le confirment, que la température est trop élevée et que donc les pneumatiques perdent trop de leur adhérence. Il y aura donc au moins 2 arrêts, peut-être même davantage, pour s'arrêter de pneumatique et ravitailler dans ce Grand Prix de France. Alors Alain Prost à ce stade de la course, 2 questions tout d'abord. Hill, qui maintenant est un peu plus loin il est plus loin, mais 5 secondes 8. Voilà, surtout il est plus loin parce qu'il perd du temps depuis l'arrêt pneumatique. On voit qu'il tourne par exemple en 29 alors que voilà, il y a à peu près 8 dixièmes sur le dernier tour, 21 contre 29, et c'est un peu surprenant. Peut-être que Schumacher a retrouvé un équilibre meilleur avec son 2e train de pneus. Ça peut toujours se produire, un train de pneumatique un peu moins bon, un peu moins bien rodé, ou alors dans le cas de fortes températures comme c'est aujourd'hui, si vous n'êtes pas très juste au niveau des pressions des pneumatiques, c'est-à-dire que si vous partez avec des pressions un peu trop hautes, et bien quand il fait très chaud, elles ont tendance, c'est exponentiel, elles ont tendance à augmenter, et là vous perdez l'adhérence d'une manière phénoménale. Peut-être que Schumacher par radio a indiqué à son stand de partir avec des pressions beaucoup plus basses à cause de la température, et qu'il se trouve avec un meilleur équilibre. On peut toujours extrapoler, imaginer, mais en tout cas il a l'air mieux avec son second train de pneus que Damon. Alors la deuxième question, c'est est-ce qu'on doit se laisser conduire par l'usure des pneus? La stratégie, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ah là, de toute façon, quand il fait très très chaud, la seule chose que l'on puisse faire, c'est bien entendu faire très attention autant que ce soit possible, mais il y a des endroits où il faut justement essayer de ménager un petit peu, et paradoxalement c'est pas spécialement dans les courbes très rapides, c'est surtout dans les portions lentes, c'est-à-dire de ne pas bloquer les roues au freinage et de faire attention au niveau motricité par exemple, de faire très très attention à l'accélération, surtout maintenant sans l'antipatinage, et c'est là où on arrive à les préserver un petit peu et à conduire
raisonnablement, c'est-à-dire à 95% de la limite et non pas à 100% tout le temps. Alors qu'on a vu Eric Bernard s'arrêter avec la Ligier Renault, 9 secondes 5. Johnny, un petit point sur les Français. Eh bien, au 26e tour, une mauvaise nouvelle. En même temps, Damon Hill qui est décroché par Schumacher. Il est maintenant à 8 secondes de la Benetton. Tombe sous la coupe de Jean Alesi. Jean Alesi qui mène une course fantastique, qui a lâché Mansell. Il a désormais 13 secondes d'avance sur Mansell. Oui. Johnny, non, c'est Verstappen. Oui, Johnny, continuez. Et donc, Damon Hill, qui est lâché par Schumacher, tombe sous la coupe de Jean Alesi, qui n'est plus que 3 secondes 8 derrière la Williams Renault de l'anglais. Alors, pour les autres Français, les McLaren, Peugeot, disons dans le clan français, moteur et pilote, les McLaren Peugeot sont 8e et 9e, Brundle et Hakkinen. Après les changements de pneumatiques, Brundle est passé devant Hakkinen. Comas est 11e avec la Larousse. Je crois qu'il ne s'est pas encore arrêté à son stand. Panis est 15e, Bernard est 17e après l'arrêt des deux Ligier. Beretta est 18e avec la Larousse. Et Gounon est toujours dans la course, il est maintenant 22e. Alors que là, on suit, je crois, une tirelle. En tout cas, c'est Johnny Herbert avec sa Lotus 109 qui a une caméra dans le nez de la voiture, c'est le cas de le dire. Herbert qui suit Marc Blundell, alors que devant Marc Blundell, c'est Beretta qui est à un tour, alors que Blundell est aussi à un tour maintenant des leaders et Herbert naturellement aussi. Ici, le freinage un peu chaud de Michael Schumacher. Plus ça va, plus c'est dur pour freiner, plus ça bloque. Oui, et puis là, je pense que Schumacher fait vraiment le forcing pour prendre le maximum d'avance sur Damon. C'est un peu loupé, comme on dit. Il a perdu quand même une bonne seconde par rapport à Damon, alors que les tours précédents, il était presque une seconde plus vite que Damon Hill. Ce qui est énorme par rapport à ce qu'on a vu en début de course. Ça, c'est très spectaculaire. Herbert qui suit Marc Blundell. Alors, c'est pas que ce soit vraiment pour une place importante, c'était la 18e place, mais c'est vraiment extraordinaire de voir cette Tyrrell talonnée par la Lotus avec cette caméra dans le capot. Et tandis que Jean Alesi vient menacer Damon Hill, on voit Berger qui menace la seconde de Williams Renault. Il talonne de très près Mansell et le voici en action. Il va peut-être... Je me demande si les Williams, malheureusement, avec cette température, n'ont pas les problèmes que l'on a connus l'année dernière. Et par forte température, les voitures ont tendance à se dégrader au niveau de la suspension. On a de moins en moins de plus en plus de problèmes pour ajuster la hauteur de caisse. Et elles deviennent de plus en plus difficiles à conduire. Eh bien, ça se confirme, Alain, puisque Nigel Mansell va s'arrêter déjà une deuxième fois. On a passé la flèche avec le panneau Tires, pneus pour Mansell. Les mécaniciens sont prêts. On hésite un petit peu, ça discute par radio. Il semblerait que Mansell ne souhaite pas rentrer, alors que le team a passé le panneau avec la flèche. Oui, les pneumatiques, en tout cas, sont sortis des couvertures chauffantes. On est prêt à intervenir chez Williams, le cas échéant. Et oui, c'est ça que je posais comme bizarre, question. Oui, Alain, c'est la stratégie qui mène, c'est très tôt quand même. Ça paraît étrange que c'est très tôt. À ce compte-là, il devrait faire au moins 4 arrêts, ce qui paraît quand même beaucoup. C'est sûr que quand vous partez avec des pneus frais, l'adhérence est très bonne pendant 2-3 tours, et puis après ça se dégrade relativement rapidement, et puis normalement ça se stabilise un petit peu. Mais là, Mansell s'est arrêté il y a à peine une dizaine de tours, et ça paraît quand même pas beaucoup. C'est Jean-Marc Dumont qui va peut-être re-rentrer sur la piste, alors que là, on est à bord de la voiture, la Benetton Ford de Michael Schumacher. Alain, peut-être faut-il aussi rappeler que les écuries, enfin chaque pilote dispose pour l'ensemble du week-end essais et courses de 7 trains de pneus, et peut-être oui, ça compte, ouais, c'est vrai. Voilà. Ce qui compte, c'est que... Ça s'est épuisé. Était déjà bien entamé pendant les 2 journées d'essai. C'est-à-dire que là, si vous faites 3 arrêts pour les pneumatiques, par exemple, vous êtes pratiquement obligé d'utiliser au moins un train que vous avez utilisé en qualification. Et en tout cas, il y a de fortes chances. Voilà Mansell. Attention pour lui. Voilà Mansell, tout à fait. Mansell donc comme prévu. Mansell, deuxième arrêt par conséquent. Mais pas d'essence. 8 secondes 3, il s'était arrêté en 9 secondes et 7 dixièmes. Et donc Mansell va reculer tout doucement, il s'est arrêté en 5e position, alors que là il y a eu un accident entre une Ligier et une Arrows, c'est Morbidelli. Alors là au premier plan il y a Thomas, voilà c'est Yukio Katayama, voilà Morbidelli.
Ça, oui, un petit peu éperonné par Olivier Panis. Oh, c'était chaud pour Michael Schumacher qui a dû aller virer très au large là-bas. Oh là 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 là. Voilà, on revoit l'image d'une caméra un peu plus lointaine. Morbidelli et Panis et Schumacher extrêmement chaud. Ouais, très juste. Il aurait même pu aller endommager son pont plat sur le vibreur si ce n'est déjà fait. Et voilà qui nous montre que rien n'est jamais joué, puisque pour l'instant, eh bien, il sort alors que c'est Brundle qui s'arrête, moteur fumant. Je n'ose plus dire une raison d'abandon pour une McLaren Peugeot, parce que la dernière fois, même le stand Peugeot croyait que c'était le moteur, or c'était l'embrayage qui avait centrifugé. Mais a priori, quand même, la fumée sort de la prise d'air, et c'en est donc fini pour cette McLaren Peugeot de Martin Brundle. Il commence à y avoir des dégâts un peu partout. Ça, là, c'est la chaleur, c'est le physique. Ça, beaucoup dû à la chaleur. Vous savez, oui, c'est très éprouvant pour les mécaniques, pour tout le monde, hein, pneumatique, pilote. D'ici la fin, il reste encore 41 tours. Oui, et nous avons 22 voitures là encore dans ce Grand Prix de France, alors que nous sommes au 31e tour. Alors justement, tiens, comme c'est difficile, on va faire un petit jeu top position. Ça se resserre par conséquent, et je dirais même que c'est en train de se précipiter. On n'a pas encore franchi le cap de la mi-course, alors que ça, c'est Eric Comas. Il rentre au stand de la Rousse et il rentre un petit peu ralenti. Non? Je crois que c'est son arrêt, Jean-Louis. C'est-à-dire que Comas rentre doucement. Vous savez qu'il a été pénalisé par 2 fois au Grand Prix du Canada, et comme il avait un embrayage endommagé, il n'a pas pu repartir, mais là non plus. D'ailleurs, il est en train de parler. Il y a un problème avec l'essence. C'était très long. Probablement ou pour désaccoupler le tuyau, ou peut-être mettre une grosse quantité de carburant et repartir pour un deuxième run, comme on dit dans le jargon de la Formule 1. Peut-être essayer de faire qu'un seul arrêt, ce qui serait ambitieux en tout cas aujourd'hui apparemment. Et on retrouve nos 2 compères, cette fois pour le gain de la 15e place. Devant, c'est Mark Blundell, et derrière, avec la caméra dans l'aileron, c'est Johnny Herbert, la Tyrrell Yamaha, et qui va bientôt se faire rattraper par la Lotus. En ce qui concerne Schumacher et Hill, on n'ose plus faire vraiment de pronostics. Fittipaldi, là. Oui, retour au stand de Fittipaldi, le seul qui n'avait pas encore procédé à un arrêt, un changement de pneumatique et ravitaillement. Il occupait la 7e place sur son arrose. Juste une question, Alain. Est-ce que c'est possible, par exemple, pour Comas d'effectuer le Grand Prix en 2 parties seulement? De toute façon, c'est toujours non, c'est toujours possible. Mais ce sera certainement pas la manière la plus rapide. C'est toujours facile de le dire d'ailleurs une fois qu'on est devant les faits accomplis, mais ce sera certainement pas la manière la plus rapide d'effectuer tout le Grand Prix. Alors que voilà, vous voyez le porteur de la caméra dans l'aileron, c'était Johnny Herbert qui était toujours sur les talons de Mark Blundell, la Tyrrell Yamaha et la Lotus à moteur Honda. Ça, c'est l'homme de la 3e place, notre ami Jean Alesi, avec cette Ferrari. Van Demonil stabilise un petit peu son retard sur Schumacher. Il est toujours à 7 secondes et il a un petit peu augmenté son avance sur Alesi. C'est repris. Peut-être qu'il y avait un problème de vibration dans les pneus qui s'est atténué au bout de quelques tours. Mais là, actuellement, entre les 3 premiers, l'écart n'est pas très important. Ils sont à peu près équidistants les uns des autres. Hill est à 7 secondes de Schumacher. Alesi est à 6 secondes de Demonil. Et derrière eux, c'est le trou. C'est Berger qui est en tête du gros peloton, si on peut parler de peloton, parce que c'est quand même assez étiré. Alors pour l'instant, il n'y a plus que 19 voitures dans ce Grand Prix de France. 19 voitures en course, puisque Morbidelli, Panis ont laissé là-bas leurs espoirs au bout de l'épingle d'Adelaide. Et que Brabham a abandonné lui en délicatesse avec son moteur, que Verstappen lui est sorti de la piste une 2e fois et cette fois-là définitivement, et que Irvine a eu des problèmes, de même qu'Alboreto et Zanardi, dont on avait vu que sa voiture avait pris feu. Pierre Van Vliet. Oui, abandon de Martin Brundle, vous l'avez vu tout à l'heure, et la raison de son abandon,
c'est une surchauffe du moteur V10 Peugeot de la McLaren numéro 8. Voilà qui ne va pas plaire à Jean-Pierre Jabouille, hein, qui se plaint que cette image de surchauffe colle à ces moteurs Peugeot, alors que Peugeot Sport en réalité n'y est pas vraiment pour grand chose. Ce sont les pontons de la McLaren qui évacuent assez mal l'air chaud. Il faut expliquer au niveau température, voilà. les problèmes de température sont liés vraiment 90% au problème châssis. Voilà. Et de carrosserie. Entrée d'air, radiateur, etc. Et environnement. Voilà, et rappelez-vous justement, puisqu'on parle d'environnement, que c'est à cause d'un radiateur d'eau qui fuyait, puis aussi du flux d'eau, que Hakkinen a eu des problèmes, par exemple, je crois, au Grand Prix d'Espagne à Barcelone, Johnny. Au Grand Prix d'Espagne, c'était Hakkinen. À Monaco, Brundle avait également une fuite d'eau, mais il a réussi à terminer, il a fait 3e. Il y a eu également des problèmes de surchauffe au Grand Prix du Pacifique au Japon, où là, des objets s'étaient collés sur les radiateurs et avaient obstrué le refroidissement. Alors que l'on suit ici la Ferrari de Jean Alesi, on peut la voir très largement modifiée, cette Ferrari, par l'ingénieur Gustave Brunner, l'adjoint de John Barnard. Alors que là, c'est Marc Blundell au stand de Tyrrell avec le capot relevé. Donc ça va débarrasser Herbert de Blundell, il le talonnait tout à l'heure. Blundell qui a l'air d'être là pour longtemps, il est maintenant en 16e position. Et on revient à bord de la Ferrari et là sur la voiture de Michael Schumacher, pratiquement à la mi-course en ce moment même. Et avec 8 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Damon Hill, le troisième étant Jean Alesi à un peu moins de 6 secondes de la Williams Renault. Voilà les trois hommes de tête de ce Grand Prix de France. Pierre Van Vliet. Oui, avec Olivier Panis, le pilote Ligier, qui était bien parti, oui, Olivier. Et puis malheureusement, un abandon, que s'est-il passé? Il s'est passé que Morbidelli avait un tour de retard sur moi. Et quand Katayama l'a doublé, je me suis mis derrière, il a braqué et on s'est accroché. C'était à l'épingle d'Adélaïde. Dommage, la Ligier marchait bien en ce début de course, Olivier. Oui, c'est vrai qu'elle marchait très bien. On allait encore une fois jouer la fiabilité parce que la voiture marchait bien. Bon, ben, ça peut pas rigoler tous les dimanches. Ça ira mieux dimanche prochain à Silverstone. Et oui, le pauvre Olivier Panis, il est déçu, c'est son circuit ici. Enfin, le circuit où il y a les bleus. Et c'est son premier abandon cette année, Jean-Louis. Il n'a pas l'habitude. C'est son premier abandon en Formule 1. Attention, Pierre Van Vliet derrière vous, devant vous. Jean Alesi qui s'arrête. Deuxième arrêt de la Ferrari numéro 27. Top. Un arrêt tout à fait planifié. Changement de pneumatique, ravitaillement, c'est parti. 6-3, c'est ce qu'il y a eu de mieux jusqu'à présent pour ce deuxième arrêt d'Alesi. Ce qui me fait sourire chez Ferrari, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il lâche la voiture du deuxième étage. Vraiment, il la jette au sol. Ça crée des problèmes sur la Williams Renault suspension active, je me souviens. Oui, et puis bon, en plus, l'embrayage était très dur, donc il fallait faire attention au moment où il lâchait la voiture, de ne pas justement jouer avec l'embrayage, parce qu'il y a possibilité de caler. Oui, non, on n'ira pas plus loin. Et pourtant, les mécaniciens Ferrari aiment leur voiture, mais ils ont envie aussi d'être les meilleurs au niveau des ravitaillements, d'être les plus rapides. Et en tout cas, depuis très longtemps, ils prouvent s'ils ne sont pas toujours les meilleurs, qu'ils sont toujours dans le groupe de tête. Oui, alors j'en reviens à cette course en tête entre Schumacher, Hill et Alesi. C'est un peu, Johnny, comme le Grand Prix du Canada. C'est une course à distance, elle est quand même à couteau tiré parce que tout le monde force beaucoup pour tenir le rythme et la cadence, tout du moins pour monter sur le podium. À distance, mais à faible distance, puisque les écarts entre les trois premiers sont quand même relativement réduits. Et là, tout à l'heure, lors du premier ravitaillement, Alesi s'était arrêté 2 tours avant Schumacher et Hill. On va voir si la stratégie est parallèle, la stratégie de Benetton et de Williams est parallèle à celle de Hill. On va voir s'il y a toujours 2 tours d'écart ou si cet écart est constant, c'est-à-dire qu'il est porté à 4 tours. Et le premier arrêt était survenu au premier quart de la distance, nous sommes à mi-distance. Alors il faut noter que dans cet arrêt pneu, eh bien, Jean Alesi est passé derrière Gerhard Berger. Et pour l'instant, le classement de tête, alors qu'il reste 36 tours au total jusqu'à l'arrivée, eh bien c'est 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Berger, 4 Alesi, 5 Barrichello, 6 Mansell. Mais vous savez que Alesi et Mansell dans ce peloton ont déjà observé 2 arrêts. 7 Hakkinen avec la seule McLaren Peugeot rescapée, 8 Frentzen, 9 De Cesaris, soit les 2 Sauber à moteur Mercedes 10 cylindres en V. Le 10e est Katayama, le 11e Pierluigi Martini, le 12e Fittipaldi, le 13e Herbert, le 14e Bernard, le 15e Comas. Bernard avec la Ligier Renault
Comas avec la Larousse. Schumacher dans les stands, le leader du Grand Prix de France. Deuxième arrêt pour lui également. Donc il y aura peut-être 3 arrêts finalement en raison de la chaleur. Schumacher, 7 secondes. Schumacher, il est reparti. 7 secondes, toute ronde. Voilà. Il y a un préposé qui montre un panneau pour cette sortie des stands qui donne toujours un petit peu froid dans le dos. Donc là, la clé maintenant, c'est on est pratiquement sûr que pour Jean et pour Schumacher, il y aura 3 arrêts. Donc un arrêt encore tout à l'heure. Pratiquement, on ne sait jamais. Mais par contre, pour Damon, c'est pas sûr. Et là, il pourrait éventuellement essayer, s'il a assez d'essence, de se permettre de faire encore un seul arrêt pour gagner à peu près les 25 secondes que coûte un arrêt au stand et se retrouver peut-être en tête si ses pneus le lui permettent. Alors là, Alain, ce que vous dites, c'est rouler à l'économie. Comment on peut économiser? Non, le problème en réalité, c'est un problème de tactique. Mais c'est ce que je reproche au ravitaillement en essence parce que vous êtes aussi tributaire de l'essence. Et si vous avez établi une tactique au départ, enfin une stratégie, par rapport à l'essence que vous avez mis, vous pouvez éventuellement ne pas pouvoir la changer parce que s'il n'a pas assez d'essence pour faire, il s'est fichu. Alors que si avant, quand il s'agissait uniquement de pneumatiques, eh bien vous pouviez arriver à temporiser, à essayer de gérer un petit peu votre avance ou votre retard d'ailleurs, et puis s'arrêter une fois de moins. Alors que là, c'est difficile d'ailleurs pour eux, mais c'est encore plus difficile pour nous parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Alors il y a maintenant 7 secondes et 3 dixièmes entre Damon Hill en tête de ce Grand Prix de France et puis Michael Schumacher. C'est ce qu'on venait de vous expliquer. Il y a des stratégies qui peuvent permettre à Damon Hill de prendre la tête. Eh bien, c'est fait. C'est le rebondissement à mi-course. Mais maintenant, est-il spectaculaire, est-il définitif? Ça, personne ne peut le dire, car personne, à part, je crois, Bernard Dudot chez Renault Sport et Patrick Head chez Williams, le patron technique de l'équipe Williams Renault, peuvent nous dire, bien sûr, Damon Hill avec son tableau de bord. C'est-à-dire que sur le plan stratégique, s'il avait assez d'essence, l'idéal serait pour lui de continuer encore une dizaine de tours et de changer qu'une fois de pneumatique pour finir les 20 et quelques tours de la fin. Parce que Schumacher ayant 7 secondes de retard, il faudrait qu'il le rattrape bien entendu, qu'il puisse le doubler, mais il faudrait qu'il lui prenne pratiquement 25 secondes pour qu'il se retrouve encore en tête si Damon ne s'arrête pas. Donc c'est tout à fait jouable, c'est une question de réservoir, question d'essence. Alors qu'on a vu, alors qu'on a vu Beretta. Le pauvre Beretta qui a abandonné. Il était en 16e position avec sa Larousse, sa moteur Ford. Il s'est penché sous la voiture. Est-ce une question de fond plat? Est-ce une question de moteur? La pauvre équipe Larousse Ford est soumise à de terribles problèmes de moteur vraiment cruciaux. Je crois qu'on est à 10 moteurs cassés sur un moment de 15 moteurs. C'est une catastrophe. Il y avait une épidémie sur les Cosworth de certaines équipes et Larousse a été particulièrement affectée. Et chez Cosworth, on disait ne pas ignorer, ne pas savoir, ne pas réussir à situer d'où provenait cette cascade de pannes qui ont vraiment affecté les Larousse terriblement parce que c'est très coûteux pour une équipe qui est déjà très limitée en budget. Ça a des conséquences terribles. Alors on va bientôt voir la bagarre entre les deux amis de la Scuderia Ferrari, puisque Hill est en tête devant Schumacher à 6 secondes et demie, et puis Berger est talonné par Jean Alesi. Un petit coup de chapeau à Damon Hill qui est en tête, ce qui n'arrive pas souvent à Schumacher, d'être délogé de la première place. Bon là, c'est question d'un arrêt supplémentaire par rapport à Damon, mais j'ai fait un petit calcul rapide. En 1800 km parcourus depuis le début de la saison, Schumacher a roulé 1200 km à la première place, c'est dire s'il domine. Alors on va aller très vite à Paris pour assister ensuite à la bagarre entre Hill et Schumacher, et puis Berger et Alesi, à vous. Et retour à Magny-Cours pour le Grand Prix de France avec Damon Hill toujours en tête devant Michael Schumacher à 3 secondes et 2 dixièmes. Berger et Alesi, eux, sont toujours au coude à coude, mais un peu plus loin. Alain, Damon Hill avait 6 secondes d'avance sur Schumacher. Il en a maintenant 3 seulement, et vous dites qu'il a quand même une bonne chance. Ah oui, il a une bonne chance. C'est sûr que Schumacher va fondre sur lui. De là à le dépasser, ça c'est encore un autre problème. Il est de toute façon pour l'instant beaucoup plus rapide. Mais si Damon a assez d'essence, et j'ai pas l'impression qu'on lui passe de panneau pour l'instant pour s'arrêter. Donc il va faire bien entendu encore un arrêt certainement. Aïe, Jean Alesi, il peut le rattraper.
Est-ce qu'il va la rattraper? Il faut faire fumer. Il ne faut pas caler. Il la remet. Oui, il la remet. Attention Jean. Et ça repart. Ah non. Ah, ils se sont accrochés. Ça, c'est dommage avec Barrichello. Quel dommage. Attention, ils sont très très mal placés. Quel dommage. Jean a fait comme tout à l'heure Jos Verstappen. Et puis, il a essayé de remettre la voiture. Vous voyez, Jean, il est un peu déçu. Je le comprends. Attention, elles sont très très mal placées, ces deux voitures. Notamment la Jordan à moteur. Ah, voilà. L'action au ralenti. Vibreur. Donc, il est expédié par-dessus. Il plonge. Il ressort. La voiture n'est pas endommagée. Non, non. Il va partir. Il met des graviers un petit peu. Donc là, il continue son tête à queue en faisant fumer ses gommes. Il attend. Le moteur tourne toujours. Il se remet en ligne. Voilà, c'est fait. Et puis là, il va redémarrer. Et boum. En réalité, Barrichello est venu autant sur lui que lui. Il est venu très large. C'est-à-dire qu'il a dû être gêné par les gravillons. Il a dû glisser sur les gravillons. Voilà, c'est comme ça qu'il est allé sur la Ferrari. Là, il y a un peu de dégâts, de la suspension tordue, des roues cassées. C'est très dommage car ce Grand Prix de France perd deux de ses animateurs. Barrichello était lui extrêmement bien placé. Il était dans les 6 premiers. Il était 5e, 4e même. Deux pilotes dans les points, ce qui fait bien les affaires d'Hakkinen et Frentzen qui apparaissent dans les points. Hakkinen est 5e et Frentzen sur la Sauber Mercedes est 6e. Attention à ça, devant nous en ce moment, ça c'est Hill avec Schumacher à 5, 10e exactement. On va passer le panneau à Damon pour les pneumatiques et ce qui devait être son dernier arrêt. Vous l'avez vu contenir encore. Voilà, le panneau, non, c'est le panneau ici de Mansell que nous voyons. Pierre Van Vliet dans les stands. Oui, je vous confirme que ce serait le dernier arrêt de Damon Hill. On a chez Williams tenté effectivement de retarder cet arrêt le plus possible. Et vous constatez que multiplier les arrêts pour changer de pneu, ce n'était peut-être pas la bonne tactique. La preuve par Jean Alesi, Berger ne s'arrêtait qu'une seule fois. Alesi s'était arrêté 2 fois. Ça ne l'a pas empêché d'aller à la faute en essayant de prendre l'avantage sur son équipier. Et dans le chef de Benetton, eh bien c'est peut-être pas non plus la meilleure idée qu'ils aient eue aujourd'hui de procéder à ces 2 arrêts parce que pour l'instant en tout cas Damon Hill continue en tête de ce Grand Prix de France. En tout cas, les voitures qui étaient ici à l'entrée du virage du lycée, juste avant les stands de Manicourt, sont rapidement dégagées. Il faut féliciter ici l'action des commissaires de la Fédération française du sport automobile. Ils sont très 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 efficaces. Là, Jordan est déjà expédié. Oh là, il y a un moteur en difficulté par-dessus le marché. Et puis, ça va être au tour de la Ferrari d'être expédié derrière les murs de sécurité en béton. Bravo, messieurs. Alors que Berger est à son stand pour un arrêt assez court. Et il repart pratiquement tout de suite au bout de 7 secondes. Attention à cette liste de trajectoire devant Mansell. Franchement, il faut avoir du là et un petit peu d'appréhension. C'est quand même la preuve qu'il faudra certainement modifier ça. Un jour, oui, parce que je crois qu'à l'origine, les stands de Manicourt étaient prévus de l'autre côté. Et puis, pour des raisons de place, eh bien, on les a mis du côté extérieur au circuit, ce qui fait qu'on a cette sortie des stands un peu complexe. Un petit jeu top position, c'est facile pour le moment. N'oubliez pas 36-15 code TF1. Alors que là, voilà, c'est le rebondissement de ce Grand Prix dans le 46e tour. Arrêt 7 secondes et 7 dixièmes de Damon Hill. 7 secondes, 7 dixièmes, c'est très bien. Ouf, là aussi. Ah là, il nous donne des palpitations. Heureusement qu'on a mis la vitesse à 120 km/h dans les stands. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si Schumacher s'arrêtait une fois de plus comme il doit le faire, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il le fasse. Je ne pense pas qu'ils aient pu mettre assez d'essence. Et puis s'il s'arrêtait tous les 20 tours, il n'y a pas de raison qu'il en fasse 35 ou 40 à la fin. Eh bien, Damon est en très bonne chance de gagner ce Grand Prix. Et ce qui serait d'ailleurs stratégiquement très bien vu de la part de Williams, ce qui est assez rare d'ailleurs, puisque Williams n'est pas réputé pour avoir une stratégie de course parfaite. Souvent, ils sont un peu... ils sont pas vraiment dans le coup, et là, ça a été parfait. En stratégie de course, il apparaît clairement que c'est souvent Benetton, Ford et Ferrari. Benetton, Ferrari et McLaren qui sont dans les meilleurs. Attention, là, c'est très chaud
entre les deux voitures à moteur V10. Là, il va faire le forcing avec ses pneus neufs. Ça, c'est très important de vite se débarrasser du retardataire pour prendre le maximum d'avance. Le maximum d'avance par rapport à Schumacher. Mansell. Oui, arrêt de Mansell. Ah non. Qui s'arrête. Oh, mais ça continue à se précipiter. Il restait 13 voitures en course. Et là, c'est la ruée des photographes vers la Williams-Renault. En même temps, c'était très très chaud entre De Cesaris et sa Sauber moteur Mercedes et Damon Hill. Alors que là, qu'est-ce qui s'est passé pour Mansell? Tout au long là-bas, sans rien, il devait être en roue libre. Alors c'est problème de transmission ou problème de moteur. Il n'y a pas de fumée, on peut quoi? On peut penser à un arbre de roue. Ça peut être une coupure électrique, ça peut être, je sais pas, c'est difficile à savoir. En tous les cas, vous pouvez voir sur ces images que Mansell a attiré énormément de monde, de tous les photographes professionnels jusqu'au moindre des paparazzi. On voit que son retour en Formule 1 est quand même significatif, son retour provisoire. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il pourrait probablement disputer les 3 derniers Grands Prix de la saison, c'est-à-dire le Grand Prix d'Europe à Jerez, le Grand Prix du Japon à Suzuka, il est toujours dans sa Williams, c'est Mansell, et puis le Grand Prix d'Australie à Adelaide. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je crois que la décision devrait intervenir au lendemain de ce Grand Prix de France, à savoir comment Mansell s'est comporté, puis aussi comment, lui, il a le droit de savoir aussi comment l'équipe Williams s'est comportée. Donc on verra une décision probablement dans les jours prochains. Schumacher en tête devant Damon Hill, loin à 21 secondes. Tiens, on fait un portrait. C'est toujours dans la voiture. Ouais. 21 secondes, donc on peut dire que si on considère que l'arrêt au stand est de l'ordre de 25 secondes, en comptant bien entendu la traversée des stands, et bien Damon, si Schumacher s'arrêtait, se retrouverait en tête, ce que l'on peut penser. Bon, ben on va faire un pari, Johnny Rive. Il va falloir suivre l'écart entre les deux voitures, voir comment il évolue. Voilà, comment il évolue. J'espère qu'il ne va pas être gêné par des retardataires, parce que ça compte bien entendu beaucoup. Et puis selon les trains de pneumatiques dont ils sont équipés, certains trains peuvent avoir déjà parcouru une trentaine de tours, d'autres une dizaine seulement. Donc savoir si on lui a mis un train de pneus frais, s'il en restait. Un train propre et tout neuf. À mon avis, avec les batailles pour la pole position qu'il y a eu, justement, je crois qu'il n'y en a plus du tout. On verra en tout cas. Pour l'instant, 1 point sur le classement. 1, Michael Schumacher. Oui, Alain. Non, rien, non, je regarde en même temps, les pilotes en travers. 2, eh bien oui, je crois que la fatigue commence à se faire sentir. Il reste 25 tours à parcourir sous cette canicule estivale ici dans le Nivernais, sur ce beau circuit de Nevers-Manicourt. 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Berger, et ce sont les 3 seules voitures dans le même tour pour l'instant, puisque derrière Frentzen dans cet ordre, Hakkinen, De Cesaris, Martini, Herbert, Fittipaldi, Katayama sont donc à 1 tour. Le 11e est Eric Comas à 2 tours et le 12e, Jean-Marc Coulon à 3 tours. Je ne compte plus Mansell qui, vous le savez, s'est arrêté. Pour l'instant, ce qu'on voit également, c'est que au moment où je vous parlais, eh bien, Hakkinen était en train de prendre la 4e place à Frentzen. Voilà donc pour l'instant les hommes de tête de ce Grand Prix de France, avec un écart de 23 secondes entre Schumacher et Hill ici à l'image. En réalité, c'est un très très beau duel, mais vraiment à distance, oui, malheureusement. Mais 23 secondes, ça veut dire que Schumacher fait le forcing. Il a que ça à faire parce qu'il va certainement s'arrêter de nouveau. Et là, ça va être très juste. Les deux voitures vont certainement se retrouver très très proches l'une de l'autre après l'arrêt ravitaillement de Schumacher. Il fait le forcing pour se retrouver si possible en tête, s'il se retrouvait d'ailleurs en tête après son ravitaillement avec des pneus un peu plus frais, ça veut dire que la cause serait entendue. Mais d'ici là, j'espère que Damon va lui aussi essayer de cravacher. Alors que Flavio Briatore surveille son poulain numéro 1. J'avais complété le raisonnement d'Alain en disant sans tenir compte de l'influence de la chaleur. On vient de voir que Briatore a moins de problèmes face à la chaleur que son pilote Schumacher. Oui, les pilotes boivent, quand même, il faut le souligner, boivent un peu pendant la course. Bon, c'est une boisson qui devient relativement, vite chaude au bout de quelques tours, pratiquement imbuvable. Personnellement, je préférais ne pas boire, ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs toujours très très bon.
mais ça fait souvent mal à l'estomac. Mais en tout cas, c'est bien de s'hydrater un peu quand on a la possibilité. Pierre. Oui, Jean-Louis, un petit mot pour confirmer ce qui est arrivé à Nigel Mansell. Effectivement, un problème de transmission sur la Williams Renault. On est allé voir, oh là, alors que Mika Hakkinen Mika était bien Hakkinen, placé. moteur, enfin je pense moteur cassé avec un peu de feu au bout là-bas de l'épingle d'Adelaide. Il y a un peu trop d'extincteurs, messieurs. Encore un coup de surchauffe. Oui, voilà qui va faire plaisir à Jean-Pierre Jabouille. En tout cas, voilà, calmez-vous. Ah oui, là, je comprends pourquoi les pompiers sont précipités. Effectivement, la flamme était d'une grande importance. Là, c'est de l'huile, on peut en tout cas le croire. En tout cas, aussi, en Espagne, l'embrayage qui avait centrifugé avait provoqué la même image. Je crois qu'on la voit arriver de loin. Oui, on peut dire quand même, je crois que c'est un moteur. On ne va pas trop s'avancer, c'est compliqué en ce moment de le savoir. En tout cas, il a évité. Il y a de l'huile, oui. Donc c'est le moteur parce qu'il a de l'huile sur les pneus, ce qui l'a un petit peu entraîné à déraper. 26 secondes entre Schumacher et ça se présente un peu moins bien. Il perd un peu de temps. Demonil, lui qui est toujours deuxième. Et puis on a vu Ron Dennis un peu sceptique. Un peu dépité. Alors qu'on revient ici à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher avec 26 secondes et 1 dixième d'avance sur Demonil. Schumacher qui tourne en 1 minute 20 secondes et 3 dixièmes dans le dernier tour en tout cas, alors qu'il a tourné en 1,22,0, 1 seconde 7 d'écart en un seul tour entre la Benetton et la Williams. De toute façon, sur le plan performance, la Benetton aujourd'hui encore était un peu plus rapide. On l'a vu depuis le début de la course. Sur le plan stratégique, je pense que Williams a très bien fait, de ne s'arrêter que 2 fois. C'était la seule chance pour eux de gagner le Grand Prix. C'est pas fini, bien entendu. Donc on va voir combien de temps va perdre Schumacher pour son arrêt au stand. Il restera bientôt 20 tours, Alain, dans ce Grand Prix de France, alors qu'on a vu que Marc Blundell avait repris la piste. Marc Blundell qui est donc en 13e et ultime position pour l'instant. Derrière Comas 11e, Gounon 12e et Blundell 13e. Et dès que, alors qu'ici Hakkinen, on peut voir les stigmates de la chaleur et de la fatigue. On montre le drapeau rouge et jaune. Attention, il y a de l'huile là-bas. Et bien, quand l'ordinateur aura avalé l'abandon d'Hakkinen, nous aurons 10e Comas, 11e Gounon et 12e Blundell. Jean-Louis, on nous signale chez McLaren Peugeot qu'il y aurait eu une fuite d'eau qui aurait entraîné cette surchauffe sur la McLaren Peugeot de Mika Hakkinen. En tout cas, on peut parler du pain noir actuellement pour l'équipe McLaren Peugeot pour ces Grands Prix de l'été. Après Montréal, un nouveau double abandon ici à Magny-Cours. Oui, on sait que c'est un radiateur d'eau qui est mal placé dans le pompon qui frotte et qui entraîne souvent une fuite d'eau. Ici, nous avons Johnny Herbert et je pense qu'il serait temps qu'on fasse un petit tour avec lui. Voilà, sa caméra dans l'aileron. Ça, c'est très spectaculaire. Alors ici, la grande courbe dite d'Estoril. Et on va aller dans la ligne droite d'Adelaide à fond de 6e. Là-bas à l'épingle d'Adelaide et on repart 2e, 3e, 4e, 5e. Ici 4e. La caméra est placée sur l'aileron à l'avant droite. Les doubles passerelles. Très spectaculaire le positionnement, on la voit, la caméra petite, minuscule. Ici le droite qui dirait le château d'eau. Vous voyez que quand on empiète sur les bordures, sur les vibreurs, ça vibre, c'est le cas de le dire. Ici la chicane et voici le vibreur à droite et à gauche. Et puis on repart, 2e, 3e dans cette grande courbe. Et je comprends pourquoi il va à ce rythme d'enfer. Il y a Schumacher qui va peut-être prendre un 2e tour d'avance. Alain, pour l'instant, Schumacher devant Hill, 27 secondes. Ah oui, là c'est 4 secondes, 4-5 secondes
supplémentaire après les 5-6 derniers tours. Donc il fait vraiment le forcing. Damon est un petit peu plus lent. C'est indéniable. Ils font environ un tour, ils font le même temps, et le tour d'après, voilà. Schumacher va une seconde plus vite. Vous savez ce que je disais avant le début du Grand Prix, c'est que depuis le début de la saison, on a vu la Benetton pas toujours écrasante en performance pendant le Grand Prix, quelquefois, mais en tout cas, même si elle n'était pas vraiment écrasante sur le plan des performances, c'est une voiture qui est très très stable pendant la course, au niveau performance justement, et inéluctablement, eh bien, il fait la différence. C'est relativement possible, notamment pour les Williams-Renault, d'être proche en performance sur quelques tours, mais sur la durée de la course, c'est plus difficile. C'est une voiture certainement plus facile à manier, plus facile à conduire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler vraiment d'usure de pneumatiques parce qu'il y a eu beaucoup de changements de pneus, mais c'est encore la meilleure voiture, en tout cas sur le plan châssis. La Benetton, donc, à moteur Ford, qui est une voiture tout à fait constante. C'est ce qu'on demande à une Formule 1 finalement, qui est toujours d'une utilisation extrême. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le maniement d'une Formule 1, souvent quand vous embarquez un peu d'essence ou beaucoup ou pas du tout, le comportement de la voiture change. C'est-à-dire vous pouvez avoir une voiture qui pousse les roues, c'est-à-dire avec une configuration sous-vireuse, ou une voiture qui part un peu de l'arrière, c'est-à-dire sur-vireuse. Et quand vous avez une voiture neutre, eh bien, type plutôt Benetton, elle a tendance à ne pas évoluer en fonction de changement de la piste, en fonction de l'usure des pneumatiques, en fonction de l'essence que vous mettez dedans. C'est très très visible. Et alors que les autres voitures, notamment la Williams, qui a beaucoup progressé d'ailleurs depuis le début de la saison, mais qui n'est pas encore assez constante. Alors sur quelques tours, ils arrivent à être là, même peut-être de temps en temps un peu plus vite, mais ça manque de constance. Alors qu'on est prêt chez Benetton, Pierre Van Vliet, attention dans le stand. Il y a 29 secondes d'écart entre Schumacher et Hill, et je crois avoir vu qu'il n'y avait pas de couverture chauffante sur les pneus. Est-ce que l'arrêt de Michael Schumacher est proche? Il l'est. Alors attention, le tournant du Grand Prix de France, il est en ce moment même ici, au bout du 54e tour. Il en reste pratiquement 18 à faire. Top pour Schumacher. Pas d'affolement, un peu d'essence. La voiture va 6 secondes 8. Il n'y a pas de problème. Très bien fait. Très bien fait. Damon arrive juste là, donc seulement aucun problème. Là-bas dans le virage du lycée, en tête à queue Yukio Katayama. Et il lui a pris les 5, 6, peut-être 7 secondes qui auraient pu faire il aurait pu faire la différence pour que Damon repasse devant. Oui. Il lui a pris en quelques tours, en cravachant. Et c'est bien joué. Avec cette tactique dont vous parliez, un tour vite, un peu plus lent. On va parler du tour lent naturellement. Non, il a été très constant. Parce que Damon a été peut-être aussi un peu gêné à un moment, mais intrinsèquement sa voiture est moins bien, surtout en fin de course. Peut-être qu'il y a la fatigue aussi. La Williams, c'est une voiture compliquée et difficile à conduire pour le pilote. Donc en fin de Grand Prix, surtout par cette chaleur, vous faites un petit peu plus de petites fautes, même si ce n'est pas des grandes, ce sont des petites fautes qui font la différence. Voilà le tête à queue du Yukio Katayama, vu au ralenti, puis je crois vu de son cockpit. Voilà, contre-braquage progressé, c'est fait, ça hésite un peu et c'est trop tard. C'est parti, il faut dire que les gommes commencent à devenir de moins en moins efficaces, et puis mettre une roue en dehors de la trajectoire, ça commence à devenir difficile pour les pneus. Alors que là, Flavio Briatore guette la sortie de son poulain là-bas, qui va déboucher dans son 57e tour au bout de la chicane. Voilà. On voit Damon qui est sorti assez large. Large, oui. Donc il est vraiment beaucoup plus en difficulté que limite de la perte de contrôle. Certaines périodes de la course. Limite de la perte de contrôle, alors que nous avons Pierre Van Vliet aux prises avec Pierre Van Vliet, si vous avez des problèmes avec les commissaires, vous voulez nous le dire, on va vous filmer et ça donnera une bonne leçon à tout le monde. Malheureusement, Jean-Louis, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, et c'est au Grand Prix de France qu'on a le plus de difficultés à travailler. Bon, eh bien, appelez-nous à la rescousse si vous en avez besoin. On revient sur Schumacher en tête toujours de la course avec Flavio Briatore et
son team manager, Johan Villadelprat. Alain, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Benetton, c'est une évolution de la voiture de l'an passé et elle évolue peu au fil des Grands Prix par rapport aux autres voitures. Vous savez, c'est pas visible en tout cas, mais vous ne savez pas si elle évolue ou pas. Parce que des ailerons ici, un petit peu de nouveauté dans les ailerons à l'avant. Ce qui fait la différence entre une très très bonne voiture et une bonne voiture, c'est justement les petites retouches que vous faites petit à petit, le demi%, le pourcent que vous gagnez sur le plan aérodynamique. Qui sont jamais vraiment visibles ou perceptibles, en tout cas de l'extérieur. On parle beaucoup d'aérodynamisme et tout le monde pense qu'on peut voir comme ça du jour au lendemain les changements sur la voiture, mais quelquefois des changements mécaniques eh bien, modifient considérablement l'équilibre aérodynamique de la voiture. Et c'est souvent de l'expérience, d'ailleurs à l'époque McLaren, on faisait vraiment des retouches très très minimes, infimes et qui changeaient vraiment beaucoup pour le pilote, en tout cas la manière de conduire, le confort dans les grandes courbes. Là, on peut parler d'équilibre. C'est une voiture très très bien équilibrée, qui n'a rien d'extraordinaire sur le plan technologique, je dirais, qui n'a rien de plus en tout cas qu'une autre, mais qui est bien équilibrée, un bon accord mécanique, aérodynamique, avec un moteur performant, mais qui n'est pas le plus performant du plateau. Le Renault est certainement le meilleur moteur aujourd'hui. Le reste avec le Ferrari. Avec le Ferrari sur le plan puissance, oui, c'est vrai. Mais c'est un tout, c'est un ensemble. La Formule 1 a toujours été comme ça, c'est un compromis. Il faut toujours travailler sur le compromis. Nous sommes dans le 58e tour maintenant de ce Grand Prix de France. On va donc à Paris et on se retrouve après le 60e tour de ce Grand Prix de France. Il restera bientôt 12 tours à parcourir pour Michael Schumacher qui pourrait toucher de doigt le bonheur. Damon Hill, lui, derrière, commence à reculer tout doucement. C'était ce que nous avions un peu prévu ici. Il est maintenant à 16 secondes. Et puis Berger est toujours en 3e position, un peu plus loin. Alors que là, on est toujours dans la caméra diabolique de l'aileron de la Lotus de Johnny Herbert. Et puis derrière, eh bien Frentzen, Hans-Harald Frentzen est toujours en 4e position avec sa Sauber Mercedes, devant Pierluigi Martini et Andrea De Cesaris. C'est bien ce qu'on prévoyait également des Sauber. On nous avait dit en début de saison qu'elle ne serait pas toujours là pour la compétitivité, mais qu'en fiabilité, elle pourrait marquer des points au bout de l'arrivée. C'est ce que disait Johnny Rive, l'ingénieur André de Cortange. Et en fiabilité, il commence à prendre quelques risques, puisque ici, Ilmor a amené un moteur à soupape commandé pneumatiquement, c'est-à-dire en distribution pneumatique. Et c'est la première fois que ce moteur est utilisé aussi intensivement. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont pris le départ de la course avec ou pas, mais De Cesaris s'est montré enchanté lors des essais. Il a effectué les 2 journées d'essai avec ce moteur. Alors que Michael Schumacher se taille la part du lion dans le peloton des retardataires. Schumacher, et pourtant, il n'en reste pas beaucoup de retardataires, puisque pour l'instant, sur les 26 voitures au départ, il en reste 11 seulement qui peuvent prétendre être classés, avec donc derrière Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, Martini et De Cesaris dans cet ordre. Eh bien, le 7e est Christian Fittipaldi, le 8e Johnny Herbert, le 9e Eric Thomas, le 10e Jean-Marc Boudon, le 11e Marc Boudel. On a fugitivement vu justement André de Cortange, alors que eh bien, tous ces jeunes gens continuent à s'entre-déchirer. Là, c'est Michael Schumacher qui va passer, mais sans coup férir, puisque sportivement, le concurrent qui dépassait, je crois, et peut-être Jean-Marc Gounon. C'est Gounon, on voit de très très loin avec ces images d'hélicoptère. Eh bien, c'est rangé. Voilà Madame Angela De Cesaris qui surveille peut-être les performances d'Andrea. Et derrière Schumacher qui doublait Gounon, on a aperçu Johnny Herbert qui profitait de circonstances pour s'intercaler devant Fittipaldi, avec lequel il est en bagarre pour la 7e place. On l'écoute Johnny Herbert. Herbert devant Fittipaldi. C'est fait. C'est fait. Donc vont marquer des points, et bien pour l'instant, si les choses restent en l'état, une Benetton Ford, une Williams Renault, une Ferrari, 2 Sauber Mercedes, et puis une modeste Minardi. Une Minardi quand même qui mérite qu'on la détaille un jour, car elle est vraiment très très en avance dans le domaine aérodynamique. Elle utilise cette technique
du double fond plat qu'on avait vu chez Ferrari il y a 1 an ou 2, si mes souvenirs sont exacts. Ça ne marchait pas bien chez Ferrari. On a pris cette politique un petit peu en retrait chez Minardi et maintenant il s'agit d'une assez bonne voiture, même d'une bonne voiture, en tout cas d'un bon châssis, même s'il est un peu sous-motorisé. Alain, on parlait de la Benetton Ford de Schumacher, la voici. On n'a pas beaucoup parlé du moteur, il a quand même sa part là-dedans, dans le domaine de la compacité et de la performance qui rend la voiture homogène et de l'encombrement, oui. De toute façon, c'est une voiture qui a été conçue, bien entendu, autour du moteur. Sur le plan aérodynamique, vous concevez une voiture vraiment en fonction du moteur que vous avez. La différence entre un 8 cylindres et un 12 cylindres, par exemple, au niveau de la conception du châssis, mais c'est quand même deux choses très très différentes. Souvent, d'ailleurs, des voitures qui marchent très bien avec ce type de moteur, notamment le V8, et bien quand l'année d'après, elle est équipée d'un 10 cylindres, d'un 12 cylindres. On l'a vu dans le passé avec certainement beaucoup plus de puissance. Donc normalement, on se dit, bah, tiens, cette voiture, elle va aller beaucoup mieux. Et ça marche un peu moins bien parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un compromis, c'est un équilibre à garder. Et l'équilibre, il est de toute façon certainement plus facile à trouver avec un petit moteur, moins encombrant qu'avec un gros moteur, même s'il est plus puissant. Et on peut dire quand même aujourd'hui que le meilleur compromis, ça reste encore le 10 cylindres. Mais cette voiture, cette Benetton, est de toute façon très très performante, même avec un 8 cylindres qui rend certainement une bonne vingtaine, trentaine, peut-être même plus, 40, 50, on ne sait pas exactement de chevaux par rapport au Renault et peut-être même au Ferrari, mais qui est un moteur qui est très très puissant à haut régime, comme on dit, peut-être avec certainement moins de couple que le V10 Renault. Mais c'est un art également que de savoir faire un petit moteur, même s'il est relativement moins puissant, un petit moteur quand même. Qui tourne très vite. Voilà, qui tourne vite. Et oui, parce que le problème d'un 8 cylindres, c'est justement d'arriver à tourner aussi vite, ou presque, en tout cas qu'un 10, et bien entendu qu'un 12. Ce qui est parfaitement clair, c'est que vous dites, Alain, que maintenant, à la base d'une voiture, il faut non plus un ingénieur soit spécialisé dans l'aérodynamique, soit dans les structures, soit dans les matières un petit peu pointues. Il faut un organisateur. Ouais, c'est un ensemble. Il est complètement révolu. Par contre, le temps où un seul ingénieur dessinait à lui tout seul une voiture de A jusqu'à Z, et demandait même à certains motoristes de faire telle ou telle chose sur le moteur pour aller dans son châssis, type John Barnard à l'époque ou Gordon Murray avec McLaren, Sam Brabham au départ et puis McLaren. Maintenant, c'est vraiment ce qui marche, c'est le pool, je dirais, d'ingénieurs qui travaillent bien ensemble sans qu'il y ait vraiment une forte personnalité qui peut-être un jour par phobie décide quelque chose. Voilà et donc c'est ce qui se passe d'ailleurs chez Benetton. Et plus ça ira, puisque les voitures, vous savez, de plus en plus on réduit les performances, mais surtout on réduit la charge aérodynamique, et ce sera encore pire l'année prochaine. Et plus ça ira, plus il faudra une voiture bien pensée sur le plan du compromis pour avoir une voiture confortable à conduire, enfin confortable entre guillemets, saine, pour permettre aux pilotes de s'exprimer pendant toute une course, parce que ce sera certainement difficile à conduire. Si vous avez par exemple un moteur très très performant mais très brutal, eh bien ça ne servira à rien d'avoir un châssis avec plus d'appui aérodynamique, parce que le pilote ne pourra pas conduire. Ce qui m'amène à parler sans transition d'un éventuel nouveau directeur technique chez Renault. Vous avez quelques informations là-dessus? Oh, je pense que ce sera, à mon avis, quelqu'un qui viendra de chez Benetton, parce qu'il est pratiquement pas possible d'imaginer Flavio Briatore et Benetton rachetant Ligier, voulant faire, je dirais, sur le plan technique, en tout cas un transfert de technologie, sans avoir un directeur technique qui connaisse bien les deux entreprises. À ce propos, Alain, on avait prêté à Briatore l'intention un petit peu diabolique de racheter Ligier pour hériter du moteur Renault et déplacer le moteur Renault sur les Benetton pour mettre à la place du Renault des Ligier le Ford des Benetton. Est-ce que vous pensez que c'est possible étant donné ce qu'on voit? Non, moi je pense que depuis le début c'est une information, je dirais, un peu erronée. Si vraiment le moteur Renault allait chez Benetton, ce qui n'est pas impossible comme tout le monde sait, ce serait en tout cas de toute façon complètement indépendant de ce qui se passe avec Ligier. Je crois que le fait d'avoir Ligier pour Benetton, c'est tout à fait justifié dans la mesure où avec deux équipes,
on peut quand même faire un transfert de technologie et faire marcher de toute façon de nouveau très très bien Ligier. C'est vrai qu'on a parlé des sponsors qui existent aujourd'hui chez Ligier, mais ces sponsors n'existent que jusqu'en 95, donc c'est pas énorme. Et puis je crois que Benetton a envie aussi de s'installer, peut-être sur le plan marketing aussi avec plus de présence en France. Et c'est une décision aussi bien sportive que politique marketing. Une ultime précision pour dire que c'est Cesare Fiorio, ex-directeur sportif de la Scuderia Ferrari jusqu'à mi-91, qui prendra la direction sportive de l'écurie Ligier. On parle de Franck Derny, ingénieur qui a connu les deux maisons, pour diriger techniquement l'écurie des Bleus. Et à ce propos, donc, au revoir à Danny Denok, qui n'est plus chez les Bleus. Et puis, bon, on attend la décision de savoir ce qu'il va advenir de Gérard Ducarouge, qui était jusqu'à présent le directeur technique ici à Manicourt. Pierre Van Vliet. Ouais, Franck Derny, j'ai beau le chercher dans le stand Benetton et sur le mur des stands, je ne trouve pas. J'imagine qu'il est peut-être déjà chez Ligier, mon cher Jean-Louis, alors qu'ici on souffre de la chaleur dans les stands. Il y a une certaine sérénité malgré tout qui règne chez Benetton. Regardez, les mécaniciens se mettent à l'ombre et se reposent comme ils peuvent, attendant ces derniers tours et cette nouvelle victoire de Michael Schumacher, le leader du championnat du monde, le premier pilote de l'écurie Benetton Ford. Alors que Georges Geoffrey et Dominique Guimond et leur caméra nous montrent Johnny Herbert qui revient tranquillement vers Andrea De Cesaris à 2 secondes et 9 dixièmes devant lui. Il est là-bas au bout, De Cesaris. Et si Johnny Herbert peut rattraper Andrea, eh bien il rentrera dans les points pour l'écurie Lotus à moteur Honda préparé par Mugen. On écoute Herbert. Sur Johnny Herbert toujours en 7e position, 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Berger, 4 Frentzen, 5 Martini, 6 De Cesaris, 7 Herbert, 8 Fittipaldi, 9 Comas, 10 Boulon, 11 Lundell. Freine à l'intérieur à cause de l'huile. Herbert qui reste encore présente. Oui, et il y a aussi un endroit très célèbre là-bas, celui de Jean Alési, où on vire à l'écart du gravier à la piste de Manicourt. Mais oui, comme dans toutes les fins de Grand Prix, elle est très difficile maintenant. On voit à l'extérieur des trajectoires, mais très proche, qu'elle est souillée, cette piste, de gomme, de débris, de gravier, d'huile, et que par conséquent, c'est maintenant que on doit éprouver la fiabilité des voitures, mais aussi la fiabilité visuelle des pilotes. Il reste toujours 11 voitures en course dans ce Grand Prix de France. C'est dire que ça a été quand même une hécatombe technique. Et ça n'est pas fini, il fait très chaud. Il reste encore 4 tours exactement à couvrir. Et 4 tours, ma foi, il peut se passer des choses durant ces 4 tours. Les pneus, les freins, les moteurs, tout cela a énormément souffert. On peut penser que les pilotes qui ont résisté jusqu'ici vont résister jusqu'au bout, mais au plan mécanique, il peut se produire un coup de théâtre. Qui sait ? Les pilotes qui sont en tête, en tout cas les 4-5 premiers, de toute façon ralentissent à ce moment-là. Ils ont une marge, en tout cas au moins d'une seconde au tour. Mais c'est souvent dans ce cas-là qu'on peut éventuellement partir à la faute. Donc il faut être vraiment très vigilant. Voilà l'écart entre Schumacher et Damon Hill. Il l'a cru pendant un certain temps. Il a baissé et puis il est revenu maintenant. Il n'y a plus de course à partir du moment où Schumacher a fait son arrêt au stand et était resté devant Damon. Donc il était hors question d'aller le chercher. De toute façon, Damon assure dans ce cas-là la 2e place. Eh bien, si Michael Schumacher touche au but, il aura emporté la 8e victoire de sa jeune carrière. Il court ici son 45e Grand Prix. C'est un bon résultat, performance, fiabilité, Johnny. Un résultat extraordinaire. Schumacher aura réussi un début de saison comme jamais un autre pilote n'en a réussi un avant lui, puisque en 7 Grands Prix, il se sera classé 6 fois premier, 1 fois 2e, 66 points marqués sur 70 possibles maximum. Extraordinaire. Oui, c'est le terme qui convient pour ce jeune pilote allemand.
qui, non content de faire preuve de tous les talents, a Eric Comas et une voiture. Non, je crois que c'est un échappatoire là. Oui, parce que je suis mais qu'est-ce qui se passe? Il est arrêté à Adélaïde sans doute, puisque c'est le cimetière des Formule 1. Dans le cimetière des Formule 1, oui, elles sont toutes là-bas. Il y a Mansell aussi qui est là, on voit Panis la bleue, il y a Morbidelli, on voit Mansell sur la gauche. A priori, une surchauffe pour Eric Comas. Dommage, il avait fait sa course bien régulièrement, il était 9e. Oui, ce qui permet donc à Gounon d'accéder à la 9e place et Blundell à la 10e. Le rush final pour Michael Schumacher, je vous le disais, 45 Grands Prix aujourd'hui. Et puis 8e victoire, la 6e pour cette saison 1994. Après 3 pole positions. Ici, c'est Damon Hill et Nigel Mansell qui tenaient la première ligne. Alors que vous voyez maintenant, c'est lap 2. Il manque un rapport vraiment à un régime très bas. Encore un tour complet avec celui-ci. Ici, Michael Schumacher est parti de la corde de la 2e ligne. Et puis ensuite, il a mené sa course tambour battant. Fort peu de problèmes, de bons ravitaillements, une bonne stratégie. Malgré le rush quand même assez spectaculaire de la Williams Renault de Damon Hill, eh bien Michael doit s'imposer à nouveau. Il lui reste encore un tour et demi à peu près à parcourir. Alors que jusqu'à présent, bien ici c'est Flavio Briatore, le patron de l'équipe. Jusqu'à présent, tous les équipiers de Michael Schumacher ont souffert, qu'il s'agisse de Leto ou de Verstappen, un peu jeune, et qui se met souvent dans des situations un peu sans issue, comme on l'a vu par 2 fois au cours de ce Grand Prix de France. Donc décidément, c'est vrai qu'il a le profil du champion du monde, avec peut-être cette petite chance d'avoir connu la réussite très vite. Je crois que c'est aussi un atout, après tout, pourquoi pas. Et qu'il est l'un des dignes successeurs des Lauda, des Stewart, des Prost, des Senna, bien entendu. Je crois en tout cas, sur ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un pilote extrêmement doué, extrêmement compétent techniquement, qui a, même s'il n'a fait que 45 Grands Prix, qui a pas mal d'expérience parce qu'il s'est retrouvé compétitif tout de suite, dans des équipes performantes tout de suite, même s'il n'a fait qu'un Grand Prix au départ. Pour Jordan d'ailleurs, ça a été vraiment une réussite. Et puis bien entendu, depuis qu'il est chez Benetton, il est entouré au mieux par toute cette équipe qui est certainement une des plus sympathiques sur le plan des mécaniciens. C'est très important pour un jeune pilote qui commence à être performant, d'être bien entouré. Je persiste à dire que la psychologie autour d'un pilote est certainement la chose la plus importante que l'on doit avoir, qui est souvent négligée d'ailleurs dans pas mal d'équipes, dans beaucoup de teams. On a eu ça chez McLaren, Senna l'a eu aussi chez McLaren, et Schumacher subit le même traitement. Dans ce cas-là, on se sent complètement intouchable, invulnérable, et les coéquipiers qui passent, ils peuvent passer et repasser jusqu'à ce qu'ils soient un peu déstabilisés, et il n'aura certainement aucun souci à se faire. Regardez tous les mécaniciens de l'équipe Benetton qui ont maintenant rejoint les ingénieurs, les responsables sur le mur des stands pour saluer cette 6e victoire de la saison pour Michael Schumacher qui vire à l'épingle du lycée, drapeau à damier. Et voilà, il s'arrête le long du mur pour toucher quasiment physiquement ses mécaniciens et les membres de son équipe. Et là, il a pris une option décisive sur le titre mondial, Michael Schumacher. Ça va être dur maintenant, voire, je dirais, impossible à des pilotes comme Damon Hill, pourtant relativement bien placé, de devoir le contester. Le classement des 6 premiers de ce Grand Prix de France. Allez, tiens, on va aller jusqu'au 11e même. 1 Schumacher, 2 Hill, 3 Berger, 4 Fransen, 5 Martini, 6 De Cesaris, 7 Herbert, 8 Fittipaldi, 9 Gounon, 10 Comas, 11 Blundell. Martini a passé De Cesaris, apparemment. Eh bien, non. Oui, 5 Martini, 6 De Cesaris. Là, ça vient de se transformer. Merci à nos 3 réalisateurs. J'ai oublié Gérard Van Der Gut tout à l'heure, qu'il me le pardonne. Merci à Dominique Dumont, merci à Georges Geoffrey et donc à Gérard Van Der Gut. On se retrouve tout de suite pour le podium, les temps forts de la course avec Yves Géniès et bien sûr l'analyse d'Alain Prost. A tout de suite.
championne du monde. F1 Podium vous est présenté par Zanussi Électroménager. Alors que sur ces images de Michael Schumacher qui triomphe ici pour la 8e fois de sa carrière, un Grand Prix qui n'a pas tenu les promesses alors que nous avons quelques problèmes, oui voilà, de caméra. Et là, cette foule gigantesque qui a envahi ce circuit de Magny-Cours et qui s'en va maintenant. Bien sûr, Jean Alesi n'a pas gagné. Bien sûr, Schumacher n'a pas failli à sa réputation, mais il n'a pas écrasé la course. Alain, votre analyse? Non, il l'a écrasé d'une manière différente, c'est-à-dire ostensiblement, il s'est détaché du groupe de poursuivants. Bon, il a pris d'abord un départ fantastique. Il a dépassé les deux Williams-Renault qui s'étaient acharnés à faire la pole position, donc à être devant. On pouvait penser que Damon allait prendre un très très bon départ et diriger au moins les opérations dans la première partie de course. Donc il a pris un très très bon départ et après, même si Damon était tout le temps très très proche et que sur le plan stratégie de course, Williams a fait un très très bon travail, je pense que de toute façon la Benetton avec Michael au volant était encore aujourd'hui les plus forts. Peut-être un peu moins que d'habitude, mais encore les plus forts. Oui, Pierre Van Vliet, oui, avec Jean Alesi. Eh bien, Jean Alesi va sans doute confirmer ça. Une grosse déception, Jean, mais malgré tout, on sait que Ferrari est sur la bonne voie. Benetton, Schumacher, aux essais, on a cru qu'on pouvait les faire vaciller, mais en course, quand même, ils confirment qu'ils sont toujours un ton au-dessus. Déjà, la position sur la grille est très importante, puisqu'en début de course, j'étais un peu plus rapide que Mansell, mais je n'étais pas capable de le dépasser. Surtout sur ce genre de circuit, il y a les courbes rapides, donc on n'arrive pas à être trop près derrière à cause des turbulences aérodynamiques. Et en plus, bon, j'avais une stratégie de course qui m'imposait un rythme très élevé, puisque j'avais planifié 3 pit stops. Et c'est pour ça que je suis allé à la faute, parce que j'avais vraiment le train arrière qui glissait énormément, mais j'étais obligé de continuer à forcer, quoi. Bon, Jean, allez-y, je vous interromps parce que les hymnes nationaux ont commencé avec Madame le ministre Michel Alliot-Marie, et puis à ses côtés Jean-Marie Balestre, le président de la Fédération française du sport automobile. Jean-Marie Balestre qui va remettre d'ailleurs la coupe au vainqueur, et c'est la coupe du président de la République. Les hymnes. And now for the winning constructor. Avec énormément d'émotions, et Jean-Marie Balestre qui remet la coupe du président de la République à Michael Schumacher. Jean-Marie Balestre qui va reprendre du poil de la bête, lui qui a toujours défendu la sécurité des pilotes. Et ici, beaucoup d'émotions dans cette équipe Benetton. Madame Michel Alliot-Marie, elle aussi,